Je sais que quand ça commençait à marcher YouTube, je me suis dit, j'ai pas envie de laisser passer l'opportunité. Du coup, j'ai fait une vidéo tous les jours pendant 5 ans. Un entrepreneur, en fait, ne peut pas réussir si son seul objectif, c'est de devenir riche. Si la seule manière dont il réfléchit, c'est sur le retour sur investissement, ça ne marchera jamais. Tous sont de talentueux entrepreneurs et ils vont nous partager les coulisses de leur réussite. On va parler business, entrepreneuriat, échecs et argent. Bienvenue dans l'addition. Bon, je suis trop content de vous avoir autour de moi sur cette table pour ce nouvel épisode. Il y a plein de profils différents, des créateurs de contenu, il y a des entrepreneurs successful qu'on voit à la télé. On verra comment vous en êtes arrivés là, les différents parcours. Et puis, il y a des entrepreneurs du réel, parce que c'est trop important pour moi d'avoir des entrepreneurs du quotidien. Fuse, je suis trop content vraiment de démarrer avec toi cette émission. Tu as été plébiscité par l'ensemble de la communauté suite au premier épisode. Donc, créateur de contenu, 3 millions d'abonnés à peu près, globalement. Après, ça dépend si on compte toutes tes chaînes et tout. Ça monte un peu. Tu as démarré sur Minecraft il y a plus de 10 ans. 15 ans maintenant. 15 ans. Ouais, ça commence à faire. Tu tapais de l'obsidiane sur le jeu et au final, tu as monté un empire avec plein d'autres boîtes. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as démarré justement? Ouais, carrément. Moi, à la base, comme je pense tous les jeunes, moi j'avais 11-12 ans et je jouais aux jeux vidéo. Et je suis tombé sur un truc qui s'appelait YouTube, où il y avait à l'époque, c'était l'un des premiers YouTubeurs qui vraiment faisait ce qui est YouTube aujourd'hui, qui s'appelait TheFantasio974, qui faisait du contenu sur Minecraft. Juste, il jouait, il montrait sa partie. Et moi, j'étais tombé dessus un peu par hasard, et je me suis dit, putain, mais c'est incroyable de jouer, de parler, de partager avec une communauté. Et sans trop réfléchir, j'ai commencé, quoi. Et c'est un truc qui m'a un peu suivi toute ma vie depuis, quoi. Donc c'était en 2011. Donc à l'époque, vraiment, il n'y avait même pas la monétisation sur YouTube. C'était pas une ambition de faire une carrière ou quoi que ce soit. Okay. Et de fil en aiguille, ça a commencé à marcher. J'ai commencé à pouvoir en vivre. Pour revenir sur Minecraft, du coup, j'avais envie de partager un peu du gameplay avec les gens qui me suivaient. Du coup, j'ai ouvert un serveur. Et un peu sans le savoir, c'est devenu un business à part entière parce que pour financer le serveur, j'ai commencé à vendre des grades en jeu. Donc c'est des petits trucs qui donnent des bonus aux gens. Les gens ont commencé à payer. Derrière, il a fallu que je me structure, que je crée une société, que je recrute des développeurs pour m'aider. Ensuite, j'ai eu des galères avec les gens. Donc il a fallu que je me dise, putain, là, ça marche pas quand je recrute les gens comme ça. Et un peu malgré moi, je suis devenu entrepreneur. J'ai bien aimé et j'ai continué un peu à intégrer verticalement ce que je fais. Donc par exemple, j'avais des problèmes avec mes partenariats avec les marques. Du coup, j'ai créé une agence pour mieux m'accompagner. J'avais des problèmes avec ma boutique où je vendais des vêtements, etc. Du coup, j'ai créé une entreprise pour m'aider à imprimer les t-shirts, à les vendre, à faire de la logistique, etc. Et c'est un peu, c'est un peu mon playbook là. C'est quand j'ai un problème, je me dis est-ce que je peux pas régler le problème pour d'autres personnes? Okay. Et voilà. Et tu as démarré comme ça. Donc par passion d'abord et après tu as réussi à faire de l'argent pour continuer à faire ce que tu aimais, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, au final, ce que j'aime au-delà de faire des vidéos, c'est créer des trucs, faire des choses qui derrière ont un impact moindre ou moins moindre, mais voilà. Et vous êtes combien dans la boîte maintenant? Ça dépend parce que c'est plein de petites boîtes sur YouTube. Le groupe. Voilà, le groupe. Le groupe, on va dire en équivalent temps plein, on va être une quarantaine. Ah, quand même. Génial. Non, mais c'est bien de le préciser. C'est beaucoup d'apprentissage, beaucoup de murs qu'on s'est pris. En vrai, je pense que j'ai aussi eu beaucoup de chance parce que YouTube, c'est quand même un domaine dans lequel tu as énormément de marge, donc ça te donne beaucoup d'opportunités de faire des erreurs. Et pour le coup, j'ai fait énormément d'erreurs, j'ai perdu beaucoup d'argent parce que en fait, quand tu es créateur de contenu, tu n'as peut-être pas le même esprit shark. Bon, je ne sais pas si tout le monde est shark ici, mais tu vois, tu as un peu la peau du gentil, quoi. C'est-à-dire que si tu fais tu as à la fois ton image publique qu'il faut que tu gardes intacte, parce que si jamais des gens ils viennent, ils disent oui, mais regardez, derrière, Fuse, il est méchant parce qu'il m'a viré pour tel truc, machin, etc. Donc en fait, c'est compliqué d'avoir cette espèce d'équilibre entre pas être trop gentil, pas être trop méchant, et voilà. Eric, s'il était venu te pitcher sa boîte il y a 15 ans sur Minecraft, tu aurais mis 1 euro en pensant tout ce que ça construirait derrière? Alors, il y a 15 ans, je sais pas, mais... Toi, tu es un petit joueur de Minecraft, toi, en plus. Non, mais il y a 5 ans, oui, parce qu'en fait, le premier qui arrêtait pas de me parler de Fuse, c'est mon fils. Ah ouais, okay. Ah ouais, complètement, un fan absolu. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé un peu à suivre ce qu'il faisait. Et j'ai vu, oui, l'évolution du créateur de contenu vers le gestionnaire d'entreprise et la mise en place de services. Et
En fait, on voit le pouvoir de la communauté et clairement, ce sont des très, très bons business. Donc, oui, je pense que j'aurais bien voulu mettre un ticket. Ouais. Est-ce que tu lèves des fonds peut-être Je lève pas de fonds, non, mais en tout Peut-être cas- sur la boutique de t-shirts, peut-être. Ah, peut-être, là, c'est vrai, ça, Mais tu vas tout verticaliser? C'est-à-dire Non, que tu vas non, tout peut-être intégrer? Enfin, parce qu'à un moment, tu vas racheter le kebab en face, tu vois. Non, 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 c'est, on va dire, des Ou trucs l'hôtel où où, on est, d'ailleurs. où je sens qu'il y a quelque chose que... En fait, c'est juste, j'ai un peu la phobie de si demain j'arrête YouTube, si je me retrouve avec des employés sur le dos, etc., et que bah, j'arrête YouTube, qu'est-ce que je fais ou que je veux faire C'est moins? comment tu fais, ouais. Voilà. Alors que en fait, mon idée, c'est de me dire, bon, bah, si je suis juste client d'une boîte que j'ai, bah, ok, ça coupe un client, ça baisse un peu le chiffre d'affaires de la boîte, mais bah, tous les efforts de recrutement, de structuration, etc., ils sont pas vains. Et en fait, c'est plus, j'essaye de moins recruter le plus possible, enfin, j'essaie le plus possible de moins recruter dans ma boîte YouTube et d'être le client d'autres boîtes qui m'appartiennent, quoi. Sur le groupe, tu fais combien de chiffres d'affaires au global? Au global, cette année, je pense qu'on peut peut-être. Après, c'est compliqué parce qu'il y a le business d'agence qui, en fait, bah, tu retires 80% du CA, quoi. Ouais, ok. C'est du Mais, volume d'affaires, ça. Ouais. Mais ouais, on va être à 4-5 millions peut-être. Ok, ouais, c'est énorme. Et toi, Reza, justement, quand tu vois un peu tout ce monde-là, on va parler avec Eric et il a monté une boîte à plus d'1 milliard d'euros, Ledger. Tu parlais avant qu'on lance la caméra de Bitcoin. Non, et tout, moi, donc je c'est suis des mondes tout un peu petit. différents. Mais toi, dans ton VTC, comment tu observes ce monde-là et... Moi, je suis Qu'est-ce tout que tu petit. fais? Bah, en fait, moi, à l'origine, j'étais ingénieur commercial dans une société informatique. Ok. Et tu t'es fait virer, tu m'as dit, et Eh tu t'as donné ouais, envie de lancer la boîte. ouais, il y a un fonds d'investissement qui a acheté la société, qui a viré les vieux et les gros salaires, et moi j'étais combo. Je me suis retrouvé dehors. Puis après, bon, ben, j'ai tenté enfin non, j'ai même créé, j'ai participé à une entreprise, mais c'était pas trop mon domaine, et j'ai tenu 1 an et demi. Ok. Et ça m'avait quand même pas mal fatigué. Et puis après, bon, ben, j'ai eu l'idée de faire ce job de VTC. Comme j'aimais toujours le contact humain et je ne me voyais pas arrêter de travailler. Je travaille en collaboration avec des... Je préfère rester avec mon petit réseau. J'ai de beaux clients, hein. J'ai l'ancien patron par exemple, de Vinci Énergie. J'ai un grand patron de Suez. J'ai des acteurs que je ne veux pas nommer. Moi, ce qui me passionne quand je prends des taxis, des VTC, c'est que vous avez une grille de lecture de la société que je trouve des fois meilleure que des politiques qu'on rencontre. Oui, oui. En Parce que fait, vous avez le pouls du quotidien. En fait, oui, tout à fait. Surtout qu'on rencontre beaucoup de gens. Moi, vraiment, j'ai trouvé ça enrichissant parce que tu rencontres des gens qui t'apportent une expérience qu'ils ont eue de toute une vie professionnelle. Et c'est fascinant, quoi. Ouais. Dans ma vie d'avant, comme j'étais commercial, on gérait notre business un peu comme une entreprise. Moi, je gérais 2,5 millions d'euros par mois de chiffre d'affaires. Bah, c'est plus que lui, tu vois. Bah oui. Oui, non, mais moi, c'était bon, j'étais commercial, c'était pas ma boîte, hein, mais c'était mes clients. J'étais beaucoup dans le monde bancaire. J'étais énormément, j'avais des caisses d'épargne, j'avais la Bred, j'avais Banque Populaire, j'avais quelques beaux clients là-dessus. Juste avant que je me fasse licencier, j'avais signé Swiss Life. Moi, j'ai évidemment donc beaucoup connu la scalabilité, hein. Donc j'avais un comparateur de prix, et le comparateur de prix, c'était vraiment le modèle le plus abouti. À l'époque, il fallait, tu brassais plus de volume, tes coûts fixes étaient quasiment identiques, tu avais juste un serveur à rajouter. Janvier 2004, donc j'appelle le responsable technique et je lui dis, écoute, il doit y avoir un problème dans les stats parce que là, je vois que les clics sont en train de monter à mort. Regarde le truc, il dit, ouais, j'ai vu aussi, je regarde, mais pourtant je vois aucun problème, etc. Et donc on était passé de 200 clics par jour à 20 000, quoi. Tu vends le clic à 0,50, hein, c'est 10 000 euros par jour, si tu veux, qui tombe dans ton escarcelle sans avoir aucun coût additionnel. Et à ce moment-là, donc Sequoia Soft, donc Sequoia m'appelle et me dit, voilà, on a identifié 2 comparateurs en Europe qu'on voudrait scaler au niveau mondial. Vous êtes dans les 2, donc formidable ce que vous faites. Bon, et puis il me dit, combien de croissance cette année? Et moi, c'était ma première année de décroissance. Pas de croissance, pas de Sequoia. Ils raccrochent. Et ils ont fait Skyscanner, tu vois, donc ils ont investi donc, sur une valo donc, à 2 milliards. Ouais. Qui lui perdait de l'argent, alors que moi je le gagnais. Voilà. Et donc à 1 an près, peut-être que ça aurait changé le cours des choses, mais pour montrer effectivement donc l'importance du rythme dans un marché de croissance.
il faut croître. Laurie, toi justement, quel regard tu portes un peu sur ces différents métiers, les gens autour de la table? Tu as un hôtel qui du coup nous accueille, qui fait des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais, c'est pas un petit hôtel. Hein, C'est faut le pas préciser. l'hôtel du coin, on est dans un très bel hôtel. Alors, avec la, beaucoup de monde. la différence avec eux, c'est que c'est pas le mien. Donc, c'est hyper important de le mettre en avant. J'aurais adoré que ce soit le mien, mais ce n'est pas le mien. Et le regard que je porte, bah, évidemment, c'est assez passionnant d'écouter des profils complètement différents du mien. Moi, ma façon d'entreprendre, elle est dans du salariat. Donc, finalement, j'ai cette chance de savoir qu'il y a un salaire qui tombe à la fin du mois, même si il y a une grande part de variable qui, elle, est impactée en fonction de mon travail. Mais dans ma vision du fait que j'entreprends au quotidien, c'est que j'ai 180 personnes, que j'ai une responsabilité pénale, que je dois faire en sorte que les chiffres rentrent, je dois faire en sorte que la visibilité de l'hôtel existe, on doit faire en sorte que chaque jour, peu importe que la politique bouge ou qu'il y ait des problèmes de température à l'extérieur ou autre, il faut qu'on continue à se remplir et que le petit monde qu'on gère, en fait, on voit ça comme un immeuble, mais c'est une petite ville. Un hôtel. Et c'est un petit village on est un peu le maire d'une ville à la fin dans un hôtel. Et je pense que c'est pas trop vu en externe parce que les gens connaissent pas trop l'hôtellerie. Mais on fait vraiment tout ce petit monde. Pour écrire un livre aussi. J'adorerais, je trouve ça Hôtel génial. Babylone. C'est un boulot de chef d'orchestre. Ouais, après tout le monde, on a tous un boulot de chef d'orchestre. Mais voilà, je crois que le pire dans mon job, c'est plutôt la responsabilité de. Si quelqu'un venait à glisser et qu'il n'avait pas ses chaussures de sécurité, ce serait moi qui serais personnellement en prison et responsable de ça. Donc, tu as cette responsabilité physique. Enfin, je pense à Crans-Montana, sur l'événement où il y a eu des problèmes de sécurité. Ces problèmes de sécurité, c'est notre quotidien. Enfin, c'est hyper compliqué de tenir la sécurité d'un établissement en non-stop parce qu'il y a des normes, et heureusement qu'elles existent, mais c'est pas simple parce que tu mets quelque chose en place, le lendemain, c'est défait. Parce que c'est de l'humain et que c'est 24/24, 365 jours ouverts. Donc, la communication, devient le nerf de la difficulté. Et finalement, ce qui te manque, c'est que si tu pouvais avoir le capital pour racheter l'établissement, tu l'aurais fait. Alors, je pense que je commencerais plus petit. Sans connaître le chiffre. Non, je rigole. Valentin, il se lance comme ça. Allez hop, on attaque par Hoxton. Ouais, mais comme effectivement, il y a D'abord, déjà c'est cette pas avant. problématique, je me dis Je te rappelle quand même finalement, que dans ce que tu fais, ce qui est très important, je pense, c'est que d'un côté, tu as tout ce que tu as raconté sur le management, la sécurité, etc. Et puis de l'autre, tu dois toujours montrer ce visage épanoui et souriant parce que tu es dans l'accueil, quoi. Et qu'en permanence, même quand il y a des problèmes en backstage, toi en front, tu dois faire semblant que tout va bien, quoi. Et ça, c'est, je pense, une des grandes difficultés quand même dans l'hôtellerie. Juste, l'hôtel n'appartient pas du tout à Accor. Il appartient, il appartient à... Ah oui, on est indépendant. Ouais, Bah, évidemment, voilà. d'accord, mais la C'est- marque c'est Hoxton. la marque, Oui, bien sûr. on a Après, un c'est les contrat, fonds quoi. Zélito, tu es très loin, j'ai Je du suis mal là, à te t'inquiète parler, pas. mais Je le Dis-moi. rapproche. moi, je me suis fait avoir par tes vidéos un certain nombre de fois. Ça fait Alors, plaisir. sur plein de concepts. Il y en a un où tu as enfermé des gens dans une salle de cinéma pendant des jours et le dernier qui sortait gagnait Avec de une bonne l'argent. raison. Avec une J'avais- bonne raison. D'accord, c'était pas Non, contre c'est là pour les tuer. On avait réalisé le court-métrage le plus long du monde. C'est-à-dire qu'un court-métrage qui durait 10 secondes, mais le générique durait 2 jours. Oui, mais les gens ne savaient pas qu'il durait 2 jours. C'est Alors, ça ton concept. Et en fait, j'ai loué une salle du Grand Rex en disant aux gens, bah, venez voir le film. Je vous préviens, le générique, il peut durer 10 minutes, tout comme il peut durer 2 semaines. Et bah, restez dans la salle, et le dernier qui reste, on lui offrira quand même un petit salaire, quoi. Et donc, ouais, ça, c'est ce genre Il y avait de combien de bêtises-là. personnes? Il y avait 100 personnes, on avait loué une petite salle. D'accord, et ça a duré combien de temps? Ça a duré 38 heures, je crois. D'accord. Et tu c'était avais des gens long. qui sortaient au fur et à mesure, en fait. Les gens sortaient au fur et à mesure parce qu'aussi on avait des lois un peu sadiques dans le cinéma qui étaient qu'en fait quand on est au cinéma, on respecte l'œuvre donc on ne parle pas. S'endormir devant une œuvre, c'est pas très respectueux, donc en fait on avait des vigiles qui, le moindre faux pas, leur disaient bon, bah, bonne journée à toi, tu peux D'accord. sortir. Ouais, c'est pour ça que ça durait que 38 heures, parce qu'à un moment, c'était plus possible. Oui, non, c'est que le générique avait vraiment une vraie fin au bout de 38 heures. Mais les gens Ah, ne il y avait savaient une pas. vraie fin, Les gens d'accord. n'étaient pas au courant. Ils avaient aucune notion du temps. On leur avait enlevé les montres, les téléphones et tout. D'accord. Donc il en restait peut-être plus que un, c'était pas le dernier, c'est ça? Il en restait 6 à la Il en fin. restait 6, Ouais. très bien. Et toi, donc, ton idée à chaque fois, c'est de créer des concepts à forte rétention, quitte à te sortir un petit peu des formats, parce que tu mises plus sur le concept que sur l'incarnation, mais tu cumules des dizaines, centaines de millions de vues sur les réseaux. En fait, l'objectif à chaque fois, c'est d'essayer de créer un espèce d'événement, une anomalie. Souvent, c'est un peu des business détournés. Par exemple, on avait ouvert un magasin à Paris, un concept store, où tous les articles étaient à 1 euro, sauf qu'on vendait que des billets de banque. Donc là, par exemple, on a fait faillite au bout de 3 heures, mais ça a fait une super vidéo. Là, tu n'aurais pas investi là-dedans, par exemple. Non, mais je serais peut-être allé voir. ce qui se Ah, passait, tu aurais mais- récupéré les billets, ça, Ouais, c'est ouais, sûr. c'est ça, mais- Le but, c'est toujours de faire des concepts débiles comme ça. On avait aussi installé un péage en plein Paris.
On avait bloqué une rue entière avec un vrai péage autoroutier, sauf que c'est nous qui devions payer les gens pour qu'ils aient le droit de passer. Donc il y a des gens qui faisaient les tours de pâté de maison pour revenir à chaque fois et tout. Les flics sont venus d'ailleurs à un moment. Et oui, bon, ça, c'est Bah, à ça, chaque c'était- vidéo en général, on a un petit bonjour, il n'a pas de patrouille, mais bon, en général, ça se passe bien. D'accord, mais c'était une sorte de dadaïste du YouTube, quoi. Dadaïste. Oui. Je ne connais pas le mot. Alors, je sais pas comment traduire. Excuse-moi, pardon. Bah, disons que tu réinventes donc, et tu disruptes les choses. Quoi. Donc, Exactement. tu vois, Ceci n'est pas une ceci n'est pipe. pas une pipe. Voilà. Oui, bien sûr, oui, Voilà. ok, pardon. C'est cette idée-là, en Voilà. fait, de Non, bien l'absurde. Exactement, oui, c'est ça. Et de la- limité ou tu provisionnes ou... Ah non, alors à chaque fois, on essaie quand même d'être rentable. Enfin, le concept n'est pas rentable, mais la vidéo qui l'entoure l'est. Parce qu'en fait, ça fait des vues, parce qu'on finance ça par des marques, etc. quoi. Est-ce que justement tu peux nous en parler un petit peu du business derrière et aussi un peu comment tu accroches les gens? Moi je te dis, je me fais avoir à chaque fois par ton hook, la bataille de l'intention, encore plus sur les réseaux sociaux verticaux, plus que chez Fuse, parce que justement Fuse incarne, toi tu as décidé de t'affronter face à n'importe quel concept de format verticaux. Comment on chope l'attention et après comment on le monétise? C'est quoi ton business? Il y a... Alors, pour le monétiser, pour la question 1, moi j'ai vraiment une manière de voir la création de contenu très différente et qui n'est pas forcément dans la bonne manière de le faire théoriquement. Ok. Dans le sens où je crée du contenu une fois tous les 3 mois, je poste une vidéo qui dure 1 minute, quoi. Une fois par trimestre. Et encore, là ça fait un peu plus. Ah ouais. Et en Une fait, fois par trimestre. Ouais. Ouais, une fois tous les 3 mois, c'est fou. C'est son que histoire. je poste très très peu, mais j'essaye que du coup chaque post ait son petit effet. Et donc le financement, du coup, bah, c'est des marques en fait qui financent. Alors ça dépend des types de contrats, parfois c'est du one shot. Mais là, ce que j'essaie de faire de plus en plus maintenant, c'est des contrats à l'année, où en fait on vend un nombre de vues, une pocket de vues globale, Ok. et après j'ai 1 an pour la faire. Qu'importe le nombre de vidéos que je fais pour y Tu as un niveau de production, de coût de production hollywoodien, là. hollywoodien, à la non. minute. Non, mais tu Alors- vois, si tu fais Ah oui, qu'une alors à la Non, minute, mais oui. rapporté à Pour la le coup, minute. bien sûr, oui. Tu vois, enfin, À la minute, ouais, je ouais. pense qu'on n'en est pas loin. Mais Ouais, ouais. heureusement, du coup, je fais que des formats d'une minute. Parce que sinon, j'aurais pas les moyens. Mais tu coupes beaucoup. Pour obtenir une bonne minute, il faut tourner combien de temps? Et en fait, c'est de là où on en vient pour comment je fais pour avoir une bonne rétention. C'est que je préfère me dire qu'on tourne pendant 10 heures quelque chose. Voilà. Et qu'en fait, on a 10 heures de rush avec 5 caméras différentes à foutre dans 50 secondes. Donc en fait, on peut extraire uniquement la crème de la crème de la crème et choisir au final quelle réaction était la meilleure. Parce qu'en fait, vu que c'est des événements, il y a plein de passants qui passent, qui font leurs réactions et tout. Et en fait, on construit des histoires à partir de 10 heures de tournage. On essaie de trouver l'histoire principale qui peut amener les gens à rester jusqu'au bout. Donc toi, c'est vraiment une machine théorisée, statistique, analytique, Complètement. basée sur la data. Et j'imagine que quand tu entends MrBeast qui dit que quoi qu'il arrive, lui, s'il faisait une nouvelle chaîne partant de rien, sans lui, il ferait 20 millions d'abonnés en 3 mois. Tu le crois? Alors, je ferai pas autant, mais oui, Non, mais oui, je je le l'ai crois pas encore. Non, mais je Non, le mais crois. tu veux Et, dire, c'est vraiment de la data, quoi. et à l'inverse, on a testé ça aussi. Avec d'autres associés, on a créé des chaînes faceless qui sont automatisées à 100%, mais qui sont basées sur des optimisations de scripts, etc., que moi j'ai écrit à la base, et ça marche très bien. En fait, on a un compte qui a pris plus de 100 000 abonnés en 1 mois. Enfin, en fait, une fois qu'on a une méthode et qu'on comprend parce que ça reste juste comment le cerveau humain fonctionne de base, et je pense que les règles d'écriture d'un Disney ou d'un livre ou d'une vidéo YouTube, c'est un peu les mêmes en fait. Tant qu'on arrive à accrocher la personne et à la faire rester jusqu'au bout de ce que tu veux lui dire. Et à la base, tu as fait des études statistiques, d'ingénierie mathématique non. ou pas du tout? Non, parce qu'en fait, tu vois, Non, c'est pas quand du même tout. très En fait, analytique. moi j'ai fait de base une fac d'informatique parce que de base j'aime bien bidouiller et surtout c'était un peu les études en tout cas il y a quelques années où je me disais il y a un potentiel très rapide de pouvoir être indépendant et de juste vendre à des clients parce que moi le salariat ça n'a jamais été un truc qui m'a attiré. Et au final, j'ai fait qu'1 an et demi parce que le Covid est arrivé. Et puis qu'au final, en ayant tous les cours à distance, bon, c'était plus simple d'avoir des bonnes notes. Et quand c'est revenu en réel, je me suis dit, je pense que ça passera pas. Et à côté, mon activité commençait à bien marcher. Et donc, je me suis dit, bon, bah, c'est la transition parfaite, je quitte ça, quoi. Et comment tu portes justement le regard sur le contenu court comme ça? Parce que toi, tu as connu YouTube avant qu'il y ait les shorts, avant TikTok et tout ça. Maintenant, la bataille de l'attention, elle a vraiment explosé. Même vous, les gars, à la télé, on est sur une chaîne, on ne la change pas. Quel regard vous portez sur les contenus de plus en plus speed, où il n'y a pas de place à 1 seconde de blanc, de respiration ou de réflexion? Ouais, pour moi, là, aujourd'hui, le contenu, il se polarise soit dans le très court, soit dans le très long. Et pour moi, en fait, le contenu court, il vient remplacer les vidéos de 10-15 minutes qu'on regardait à l'époque sur YouTube au format horizontal. Ouais. Et maintenant, en fait, vraiment l'usage principal, et même ça se voit dans ce qui est reporté par Google chaque année, c'est que maintenant, l'usage principal sur YouTube, c'est la télé. Donc, c'est des contenus de 40 minutes, 1 heure, 1 heure et demie. Et en fait, l'entre-deux est un peu en train de ralentir et de mourir, quoi. Ok. Pour moi, c'est ça le futur en fait, du contenu en ligne. C'est soit du contenu extrêmement court, de 1 minute à peut-être 5 minutes en vertical, ou du contenu très long
Et les deux, en fait, travaillaient à leur manière, quoi. Soit comme toi qui Mais en te plus, suroptimise. même le contenu court, il est vu sur télé. Moi, je sais que sur YouTube, je ne fais que du contenu court, 50 secondes vertical, et pourtant, j'ai 30% de mes visionnages qui sont faits sur télé. Donc, c'est que c'est vraiment devenu un des médiums d'accord. principaux, en fait, de... Ouais, une porte d'entrée. C'est ça, ouais. Bah, le gars à sa télécommande, il jongle entre C'est ça. les différents formats. Ouais. Messieurs, madame, bon appétit. Bon appétit. Et justement, Jean-Pierre, Ah voilà, bon appétit Jean-Pierre. Ah, mon Jean-Pierre, toi qui fais un peu de télé, là, t'en as fait un certain nombre de saisons de Qui veut être Ouais. mon associé avec Eric. Ouais. Tu arrives gentiment aussi sur les réseaux Ah bah, de sociaux. toute on fait façon, plein qui de vont vidéos l'associer, ensemble. c'est impossible de le faire sans Eric parce qu'il était là dès la première. Ah ouais. Et il sera là jusqu'à la dernière. Donc, jusqu'au mot. Je boirai le calice jusqu'à la liste. Mais quel regard tu portes sur ces nouveaux médias? T'es le plus âgé de la table. non, Reza, déconne pas, t'as quel âge, Reza? J'ai pas d'âge. Ah voilà. Donc, Je fais pas d'âge, c'est la meilleure voilà, réponse. Donc, non, mais il a décidé d'être agréable avec moi. Non, mais moi, je te signale, mon petit gars, donc, voilà. que j'ai vendu ma boîte à Webedia, donc de voyage, Easy Voyage, donc à une époque où tu n'étais pas encore né, où Cube 3 n'existait pas. Et à l'époque, Webedia, donc, ils avaient intégré Mixicom, c'est-à-dire tous les grands youtubeurs donc, de la première génération. Donc, ils avaient Natou chez les femmes, Caroline Receveur, donc, et puis ils avaient évidemment donc, des stars de l'époque, là, donc, notamment Squeezie, qui rapidement a fait la différence. Donc, et donc tous les jours, en bas de l'immeuble, il y avait plein de petits jeunes donc, qui venaient pour faire signer des trucs. Et au début, je n'avais pas bien compris, tu vois, et je me disais, bon, c'est quoi ces glands qui font des vidéos sur YouTube, tu vois, et pour l'anecdote, donc, j'avais un budget de com avec La Plagne, et j'aurais dit, bah, si tu veux, il y a un petit jeune, là, Squeezie, je peux te l'envoyer. Et on fera une vidéo, etc. Et donc, j'avais été voir Squeezie, j'avais commencé à expliquer ce qu'il fallait mettre dans la vidéo. Il me dit, non, mais t'inquiète pas, moi, etc. Donc, je me débrouille. Et donc, il arrive à La Plagne, il prend son portable comme ça, et il dit, salut les potos, on est à La Plagne. Paf, 3 millions de vues. Je dis, mais moi, je passe mon temps à essayer de faire des schémas, des concepts, etc. Le gars, il arrive, il dit, salut les copains. 3 millions de vues. À l'époque, il avait peut-être 3 ou 4 millions. Il n'avait pas encore 12 ou 13 ou 14 millions de followers. Il y avait donc cette dimension-là. Donc là, moi, j'ai vite compris qu'il y avait quelque chose qui se passait, quoi. C'est-à-dire que globalement, on était en train de changer tous les codes. Et dans ces cas-là, tu as deux types de réactions, vu mon âge, pour reprendre ta formule. Soit tu te dis, ça ne marchera jamais, ce truc-là sera éphémère, c'est des contenus décérébrés, et donc tout ça sera vite balayé par tu vois, le principe de réalité. Soit tu te dis, bah, attends, il se passe un truc énorme, et donc il faut essayer de comprendre comment ça marche. Donc voilà, moi j'ai essayé de comprendre comment ça marchait, donc je passais du temps avec les gars, dans l'ascenseur, etc. J'ai dit, mais toi tu fais quoi? Je voyais un mec qui avait des cheveux verts, je me disais, bah, sûrement que celui-là il est youtubeur. Donc il disait, moi je suis gamer. Ensuite, ils ont ouvert un étage entier. Donc pour Si le vous gaming. vous demandez pourquoi la télé a longtemps boudé YouTube, c'est à cause des mecs comme lui, hein, finalement. Parce que, Donc après, ils ont ouvert. après, après, pour rattraper ça, globalement. ils ont ouvert les gamers. Donc il y avait un gars, je ne sais plus comment il s'appelait, Diego, c'est ça, non? Qui commentait tous les trucs qui étaient hyper connus. Il commentait Rugby. tous les. Hein? Rugby. Il commentait tous les matchs. Donc, plus gros, ça s'appelait. Après, ils ont créé une équipe de e-sport. Donc là, il y avait des mecs qui étaient payés avec un entraîneur, etc. Donc, tout le monde passait devant en disant, mais c'est incroyable. Il y avait un gars qui gagnait 10 000 balles par mois. Donc, en survêtement, à bouffer des chips et à tripoter la souris toute la journée. Les gens disaient, mais c'est incroyable, etc. Tu vois. Bref, donc j'ai eu, pendant 2 ans, la montée en puissance de ce nouveau monde que j'ai trouvé, en fait, assez génial pour une seule raison. C'est l'énergie que ça dégageait. Je suis sûr que tu as oublié ta question, non? Ouais, c'est. Et donc, pour conclure, Mais je comprends pourquoi les tournages de Kevma, ça dure 50 ans, en fait. pour Ça répondre peut- à la question posée, parce que Il s'en souvient. pour répondre à la question posée dont je me souviens, parce qu'évidemment, donc, tout ça était une réponse. Et vous C'était le tunnel de Jean-Pierre, il continue. Je découvre pas, grâce On n'a à plus de toi, réseau. aujourd'hui, l'importance qu'ont tous ces gens. Et j'ai connu même leurs ancêtres qui déjà avaient pour certains d'entre eux donc un certain succès. Donc je me rappelle notamment de Norman, etc. Enfin, voilà, il y avait toute une bande. Donc Cyprien, non mais Cyprien est excellent. Voilà. Quel regard tu portes du coup sur tout ça? Son analyse, elle est un peu vieillotte, même si finalement il a changé. Mais qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ouais, ça me fait penser un peu à l'époque, on va dire avant le Covid, où vraiment il y avait une espèce de haine de la part de la partie internet vers le vieux monde, tout ce qui est la télévision, tout ce que ça représente. Voilà, c'est un truc qui était beaucoup plus scindé qu'aujourd'hui, où il y a quand même, là aujourd'hui, il y a quand même un peu plus de porosité, c'est quand même plus accepté, voilà. Mais du coup, c'est assez rigolo de voir un peu l'envers du décor, d'entendre quelqu'un qui avait justement cette vision plus old school, alors que moi, je l'ai vécu plutôt du côté jeune qui regarde des vidéos YouTube, et les youtubeurs qui sont en mode, ouais, la télé, c'est pas bien. Bon, même si tu faisais pas forcément de la télé, mais c'est ce que ça représente, tu vois.
Enfin, moi, je disais pas c'est pas bien, hein, t'as compris que c'était exactement le contraire. C'est-à-dire que Non, non, bien sûr. Mais cette incompréhension, voilà, tu vois, j'étais pas ébloui par les contenus donc, qui étaient produits, donc, pour employer une formule donc, prudente, mais en même temps, je trouvais qu'il y avait un vrai talent, justement, donc, chez ces gens-là. Voilà. Et moi, en fait, quand je vois quelqu'un qui est en réussite, quel que soit le domaine, et surtout si je ne comprends pas pourquoi il est en réussite, je me dis, il y a un truc. Tu vois, et donc, c'est que c'est intéressant, c'est pas de refouler en disant c'est nul, etc. C'est de se dire, bah, attends, pourquoi et comment, quoi. Et combien de temps ça durera? Parce qu'après, il y avait évidemment cette logique de dire, ça durera pas très longtemps. Moi, j'ai rencontré lors d'une course un patron d'une CI assez importante, hein. Et on parlait justement de tout ça, des jeunes. Il m'a dit, bah, j'ai mes enfants, j'ai des jeunes, je leur demande qu'est-ce qu'ils font comme boulot. Ils m'expliquent, mais je ne comprends rien. Ouais, je ne comprends rien. Dans quel domaine tu bosses? Dans high-tech. Et qu'est-ce que tu fais? Il m'explique et je ne comprends rien. Mais si tu veux, Pour rebondir sur le contenu, c'est la même chose que lui. Quand tu vois qu'il est capable de faire 1 minute tous les 3 mois et en vivre, quand d'autres Mais par contre, à l'inverse, Enfin, c'est fou, quoi. avec C'est beaucoup de tellement recul, rare. Et maintenant donc, t'as vraiment une différence, quoi. Et c'est hyper impressionnant et hyper intéressant à découvrir. hein. maintenant que l'industrie, elle est mature, enfin, elle commence à être mature sur l'industrie de la vidéo en ligne et tout, on se rend compte qu'au final, la télé n'avait peut-être pas si tort que ça, parce que les contenus YouTube convergent, les très hautes prod convergent vers des formats YouTube, de format télé, alors que quand on y pense vraiment, la télé a eu 100 ans pour itérer les contenus, les formats. Et en fait, quand tu compares des formats YouTube qui sont très inspirés de la télé, des formats purement télé, parfois, moi je me rends compte qu'en fait, les formats télé sont en avance, enfin presque sur YouTube. Mais du C'est coup, qu'il y a eu un peu une inversion de la courbe, et pour autant, je consomme beaucoup de contenus qui ne sont pas du tout produits. Donc il reste toujours une très grande place pour des contenus vraiment où c'est très humain, très authentique, et ce qui était un peu les débuts d'Internet. Ouais. Mais maintenant, quand on regarde le contenu produit sur YouTube, et j'en fais partie d'ailleurs moi, en format court, mais c'est des manières, des mécaniques, des productions qui sont. bah, d'ailleurs, pour mais tu conclure, remplaces la pub, toi, finalement, avec ton La module pub est court. placée dans mon contenu. En fait. Oui, mais tu remplaces la pub de la télé, finalement, vu que c'est court. Et Euh, lui, il remplace le 20h. Oui, mais sauf qu'en fait, c'est mon contenu en lui-même et pas une pub, c'est que mon contenu contient une pub mais qui dure 3 secondes. Ouais. mais la convergence que juste tu évoquais, Écraser encore plus. ouais, quoi. la convergence qu'il évoquait donc est assez logique. C'était à un moment donné, en fait, tous ces talents s'additionnent. Pourquoi vouloir les opposer, tu vois? Et souvent, en fait, on oppose des choses, mais finalement, là, il y a une addition naturelle qui est en train de s'opérer. Webedia, pour garder donc ce fil conducteur me concernant, donc ils ont racheté ensuite Elephant, qui est une boîte de prod purement télé. Et ils ont essayé de fusionner tout ça. Alors, ça n'a pas forcément été facile, je pense. Donc, moi, j'étais parti. Mais globalement, on voit bien que la télé, maintenant, qui l'ont associé l'an dernier, a essayé d'associer un youtubeur. Les youtubeurs essayent un peu de copier les codes. En fait, encore une fois, il faut prendre ce qu'il y a de bon partout. Avant de continuer, petit moment OP. J'espère que vous passez un bon moment. Il est temps de vous parler du sponsor de la vidéo, XTB. Dès qu'on parle d'investir, les gens se disent que c'est un truc de financier et que c'est compliqué, que c'est risqué et pas fait pour eux. Et c'est exactement pour ça que XTB sponsorise cette vidéo. XTB, c'est une plateforme d'investissement pensée pour que le premier pas soit le plus simple possible. Tu ouvres un compte gratuitement, sans minimum de dépôt, et tu investis ce que tu veux sur plus de 3000 actions et 220 ETF avec 0 de commission jusqu'à 100 000 € de transactions par mois. XTB propose aussi un PEA, ce qui veut dire que tu peux investir dans le cadre fiscal le plus avantageux qui existe en France pour les particuliers. La plateforme est régulée par l'AMF et la CPR. T'es entre de bonnes mains. Et jusqu'au 20 juillet 2026, pour tout premier dépôt de 50 € ou plus, XTB vous offre une action Nike avec le code CUBE. Retrouvez le lien en description pour en profiter. Allez, moi, je vais retrouver mes invités. Bon, Eric, quand tu vois tout ça là, tu vois des empires qui se construisent, qui font des trucs intéressants et tout, mais toi, tu as monté justement une boîte, je me suis trompé tout à l'heure dans l'intro, enfin, j'ai pas voulu tout dévoiler, mais c'était pas en centaines de millions d'euros. Toi, c'est en milliards d'euros, il y a quelques zéros supplémentaires. Comment on monte un empire qui vaut 1 milliard et c'est quoi la différence entre nos business à nous qui font quelques millions d'euros de chiffre d'affaires et un truc qui est valorisé à 1 milliard? C'est quoi qui change le plus finalement? La capacité de scaler, la capacité de faire de la croissance et d'avoir en fait un business model qui peut se multiplier sans pour autant avoir besoin de multiplier les moyens que tu mets. Tu vois, si tu vends ton temps, par exemple, tu vas devoir rajouter du monde, recruter, etc. Et donc tu vas croître de manière linéaire. Okay. Alors ça ne veut pas dire que tu ne peux pas à la fin faire une boîte de services qui vaut 1 milliard, hein, pas du tout. Mais dans l'esprit plus start-up tech qui font qu'en quelques années, tu peux vraiment avoir une croissance très forte, c'est parce que tu as un business model qui a ce qu'on appelle la scalabilité, qui a une accélération, en fait, un coefficient supérieur à 1 sur le ratio entre ce que tu gagnes et les moyens que tu mets derrière. Et donc souvent, ça se fait avec
du logiciel, ça se fait avec de la technologie. Et c'est là, en fait, la différence entre un VTC, un L'opposé de notre hôtel, job. création de contenu à la limite, où là, en fait, si tu peux effectivement croître, mais si tu veux croître dans des proportions formidables, il va quand même falloir que tu fasses peut-être des acquisitions, Vaut que mieux être Uber ce que le soit VTC. linéaire. Exactement, tu vois, il faut mieux vendre. C'est ça, en fait. C'est ça, c'est la différence et c'est ce que la technologie, le logiciel, en général, permet de faire. Donc un micro-entrepreneur pourra jamais être licorne. Alors, avec l'IA, aujourd'hui, on peut tout à fait imaginer qu'un entrepreneur seul, une entreprise avec une personne, réussisse à développer des technologies qui seront vendues sous un modèle qui scale et qui permettrait de créer une boîte à 1 milliard. En fait, ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas le nombre de personnes, c'est vraiment le business model. Comment Voilà. tu vas scale? Et comment tu scales? C'est ça, en fait, vraiment pour répondre à ta question. Après, évidemment, il faut qu'il y ait une convergence entre être là au bon moment, il ne faut pas être en avance, il ne faut pas être en retard, il faut avoir la bonne exécution, il faut avoir aussi le je ne sais quoi, la chance que ça se passe bien. Enfin, il y a énormément de paramètres qui font que tu as plein de boîtes qui pourraient scaler, qui ne scalent pas, et puis il y en a quelques-unes, on ne sait pas pourquoi, parfois, qui arrivent à fonctionner. Tu vois, tu n'as pas de recette miracle. Tous les entrepreneurs sont différents, toutes les manières de faire sont différentes. Je ne pourrais pas donner une méthode en 8 points qui permet de garantir ça. Ouais. Il y a des Genre, on choses. avait sorti les stylos. Ouais, non, mais c'est ça. Donc, Super. voilà, C'est qui veut être mon associé, non, pour scale? Alors, là, non. Alors, c'est. Pas tant. Bah, tant que ça, en fait, entreprendre, c'est pas forcément lever des fonds. Il y a des entreprises qui scalent énormément et qui lèvent pas de fonds et qui le font directement sur leur propre bilan. Mais parce que c'est vrai que c'est assez fou, les sommes que vous avez levées, c'est plusieurs centaines de millions Ouais, d'euros. on a levé pratiquement un demi-milliard d'euros. Donc c'est énorme. Sur les marchés, oui. Mais qu'est-ce qu'on en fait de cet argent-là quand on le lève? Bah, tu le crames. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais? Non, mais en fait, il faut bien comprendre quelque chose. Quand tu es dans l'univers de ce qu'on appelle le capital risque et que tu vas aller voir des investisseurs pour lever des fonds, pour accélérer ton business, le contrat moral que tu passes avec ces investisseurs, c'est d'avoir le pied collé au plancher sur l'accélérateur. Voilà, en tout cas, c'était très vrai il y a quelques années. Maintenant, l'environnement est un petit peu différent. Mais pourquoi est-ce que tu lèves, par exemple, si tu lèves 100 millions, 200 millions à une valorisation à 1 milliard, la personne qui va te faire le chèque de 100 millions, elle va te le faire uniquement dans la perspective que tu prennes tous les risques pour passer de 1 milliard à 10 milliards. Ça ne les intéresse pas que tu crois de façon tranquille, organique, pour aller chercher 1,3 milliard. Ou... Ok. C'est vraiment, soit tu fais une boîte qui explose, qui va avoir une croissance très forte, quitte à prendre tous les risques, soit tu meurs. Parce que le retour attendu de l'investisseur, il est de plusieurs multiples. Tu vois, il veut mettre 100, mais il veut aller chercher récupérer x10, 1 milliard. Ils préfèrent avoir 0, C'est ça le capital risque. ouais, que 30% sûr, quoi. Bah, c'est ça. Enfin, c'est x10. Et c'est pour ça qu'en fait, tu as Oui. deux écritures de ledger possibles. Tu as le ledger qui ne lève pas des fonds, qui a une PME, petite ETI, qui génère de l'EBITDA, qui est rentable et qui, en manière de valorisation, tu vois, je sais pas, vaut peut-être 100, 200 millions, tu vois, avec un EBITDA à 20 millions ou plus. Et tu as le ledger de la croissance externe, enfin de la croissance accélérée avec les fonds d'investissement, qui peut valoir 1 milliard et qui est condamné à valoir 10 milliards ou mourir. Ok. Et donc, c'est pour ça que souvent, on voit des startups, des entreprises qui lèvent 100 millions, 200 millions et qui se cassent la figure en 18 mois. Et là, j'imagine les entrepreneurs du réel se disent what the fuck, quoi. Comment est-ce qu'il est possible de récupérer 100 millions ou 200 millions sur les marchés Bah oui. et de se péter la gueule comme une grosse otarie bourrée à la bière en 18 mois? Mais c'est parce que, en Ce qui est fait, assez rare, l'otarie bourrée à la bière. c'est parce que on doit prendre tous les risques et le mandat en fait du président, du CEO, de l'organe de direction, c'est d'accélérer et donc de cramer. Ok. Et donc pour répondre à ta question initiale, suite à mon long tunnel, Un peu moins long que Jean-Pierre. et tu le crames en fait. Après, tu peux être trésor de guerre, etc. Mais le but, c'est de le dépenser en marketing, etc. Exemple, Ledger sponsorise les Spurs, Jersey sponsor. Ce sont des coûts très importants, ce sont des investissements énormes. Donc vous êtes condamné parce que À la maintenant, réussite. ouais, exactement. T'es sorti de la boîte en Non, non, moi je suis 2019 plus et tout. opérationnel. donc c'est pas Exactement, moi mais qui le c'est-à-dire que commande. finalement la société aujourd'hui pour faire cet exit-là est condamnée effectivement à rentrer en bourse, probablement à New York à la fin de l'année. C'est la seule manière d'aller. Alors à la taper fin ce de l'année, valeur-là. je ne sais pas, mais en tout cas à un moment. Ouais. Tu vois, et donc c'est une des sorties possibles, exit possible d'aller en bourse. Après, il peut y avoir un rachat, etc. Mais bon, c'est souvent l'indépendance et la bourse est la meilleure approche. Donc oui, pour qu'il y ait une liquidité sur les titres et que ce soit un vrai succès,
et pas juste un succès de papier, Ouais. il faut un moment qui ait cette transformation. Ok. Et qui est loin d'être garanti. C'est un combat de tous les jours. Dans un marché de croissance, il faut croître. Et un marché et en plus un marché de services ou en tout cas un marché qui est scalable. Parce que si je regarde un petit peu les autres business dont vous deux, Laurie et Reza, moi j'ai essayé un tout petit peu et je crois que Exilito on a fait à peu près le même pari de mettre avec un pote un peu d'argent dans la restauration. Et je me rends compte que c'est vraiment pas du tout le même business que la tech ou la vidéo parce que les problématiques elles sont tellement différentes et beaucoup plus compliquées à suivre. C'est quoi ton plus gros défi, toi, d'entrepreneuse? Parce que, bon, les trucs d'EBITDA positif, de scaler et tout. Je ça les te regarde parle pas, aussi, mais pas de la même. Ouais, J'ai ça te pas parle la même importance. Après, j'ai les mêmes attentes de propriétaire où il faut que je reste en croissance ou au moins flat, mais je peux pas être en décroissance de toute évidence, ne serait-ce que par nos budgets qu'on doit atteindre et ainsi de suite. Mais la plus grosse difficulté, c'est l'humain. Parce qu'on est sur des populations à gérer. Ici, on est entre, ça va dépendre des saisons, mais à peu près entre 160 et 180 collaborateurs. Et ben, ces collaborateurs, c'est eux qui font vivre l'établissement, mais c'est aussi eux qui génèrent le maximum de difficultés pour le manager, en restant un peu soft sur le thème. Mais, Donc, tu es dépendante, par exemple, de l'augmentation du SMIC ou de ce genre de complètement, je choses? suis dépendante de l'augmentation du SMIC, je suis dépendante de grèves potentielles. Après, je suis dépendante autant sur la masse salariale que sur des aléas dans le monde. Je prends un exemple auquel on pense peut-être pas, mais le match du PSG la semaine dernière, ça plaît à beaucoup. Moi, ça me déplaît énormément. J'ai un manque à gagner de 15 000 euros parce que je suis obligée de fermer une partie de l'hôtel. Parce que c'était une espèce de guerre sur les grands boulevards et donc c'était pas envisageable d'avoir de la restauration à ce moment-là. Mais c'est pas que ça, c'est l'impact sur mon personnel qui peut pas rentrer chez lui. C'est moi qui vais devoir payer des taxis et ainsi de suite, donc ça va augmenter la charge. Alors là, il va être content, mais lui, il va tripler son prix à ce moment-là parce qu'il prend des risques aussi. Et puis s'il pleut, je vais quadrupler. Enfin bref, c'est extraordinaire la force du Le VTC mieux que j'ai dans vu, ces c'était moments-là. x6. Ah bah Ah, voilà, tu ça vois, existe. je suis pas loin du truc. Et puis voilà, et donc tu as cet impact qui est donc sur l'humain, sur le chiffre d'affaires. Et tous les jours, tu es sur un fil. Tu sais pas ce qui va se passer. Tu as l'Iran, tu as une problématique en Iran, hop, tu as ton pick-up qui diminue pendant 2 semaines. Tu as une pandémie. Ah non, ça a duré 2 secondes ça. Mais ça a failli avoir un impact sur ton business. Si, je pense que ça a eu un impact sur le sud de la France, parce que je pense qu'à partir du moment où ils ont commencé à parler de pandémie, les gens se sont dit on va partir en France cet été. Et c'était au même moment où on bookait nos vacances. Ah ouais, Donc, ok. quand tu as Tenerife, je suis désolée pour eux, mais ils ont dit on va recevoir le bateau. Bah, je pense que personne n'a booké Tenerife pour cet été à ce moment-là. On se rend même pas compte de l'impact qu'on a à dire un mot en avant ou en arrière. Ils ont dit on va augmenter le prix de l'aviation. Waouh, ils ont changé d'avis le lendemain. C'était fini. Ils ont fait ça au moment où les gens bookaient leurs vacances d'été. C'était la booking window où il fallait pas du tout avoir un impact. Et eux, ils ont fait on va augmenter x3 les billets d'avion, on va vous faire payer le pétrole. Ils sont tous revenus en arrière. Je reçois des pubs tous les jours en me disant non, on n'augmente pas. On a changé d'avis. Vous inquiétez pas, les prix restent. Venez chez nous. Donc, tous ces impacts, bah, nous, c'est tous les jours. Chaque minute, je suis obligée d'avoir un reporting d'actualité le matin pour savoir ce qui s'est passé. Ok. Est-ce que ça va impacter la population qui vient chez nous? Et pareil, dans ce cas-là, il faut que j'adapte ma masse salariale. C'est quoi la décision la plus difficile que tu as prise justement dans ces brouillards-là? Bah, dans les brouillards, parfois, c'est de geler les embauches et de geler la masse salariale, alors que finalement, ça rentre quand même, mais tu ne sais pas de quoi il fait demain. En fait, ça a un impact monstrueux sur un établissement. Si on compte, enfin, je pense que ma masse salariale, ça représente 35 à 40% de mon CA. C'est énorme. Enfin, et donc, si ça, c'est mal piloté, bah, je n'ai plus de rentabilité à la fin. Enfin, ça doit être piloté au jour le jour, quotidiennement. Et c'est cette difficulté dans nos business qui n'a rien à voir avec Scale x10, sans rajouter d'humains et tout se passe bien. Nous, notre job, c'est de maîtriser les humains. Notre job, c'est de les comprendre, de passer du temps avec eux, qu'ils soient heureux de venir, qu'ils aient du sens, qu'ils aient de la motivation et aussi qu'ils soient rentables en productivité et efficience. Et ça, c'est plus dur à dire, mais tu dois le dire. Et la France, c'est très protégé. Très, très, très protégé. Tu fais pas ce que tu veux comme tu veux. Ah, mais ça. Donc, tu dois être dans les règles de l'art. Tu dois plaire à tout le monde. Tu dois sourire. Même si tu pleures le soir, tu souris le jour. Et toi, Reza, pareil? Bah, moi, c'est bon, bah, modestement, hein, mais je reviens toujours au début de ce que j'ai dit. Moi,
avant tout, c'est au niveau de la fiscalité. Il a fallu. D'accord. Comme je suis Il y a tout seul- une obsession. là. T'aurais pas un problème de fiscalité comme je suis tout seul sur l'affaire, alors parfois je suis obligé de déléguer parce que pour jouer, comme j'ai dit, avec les seuils, je suis obligé de déléguer. Bon, heureusement, j'ai une équipe d'amis avec qui on peut échanger, avec qui on peut partager. Parfois, il y a des télescopages au niveau du temps. Et parfois, c'est au niveau du chiffre. Bon, il faut faire attention, ne pas trop. Pas dépasser les Ne seuils. pas dépasser les seuils et tout. Et on a compris. Non, mais c'est très pilotage. important. Ce qu'il faut noter dans ton exemple, c'est que j'imagine qu'il y a plein de gens comme toi qui ne veulent pas dépasser les seuils. Et tout ça, en fait, c'est ce qu'on appelle le blocage de l'économie. Quand on dit Mais oui, libérer non, les mais en fait- énergies, ça fait partie En fait, de- ce qui se passe, de c'est que ces ce que je peux dispositifs dire, qui bloquent. si tu peux tout prendre dans un petit bol, c'est mieux que de prendre un tout petit peu dans un grand bol. C'est pour ça que j'essaie de m'organiser. Avoir 2 bols. à avoir- Mais t'as qu'à faire comme Fuse, il a plein de Et bols. si tu veux, non, mais c'est vrai, tu remplis ton bol, et tu prends, et puis voilà, t'es bien. Mais si, bon, bah, tu mets un grand bol, et puis tu remplis. Puis après, Ouais, c'est la tu même te- Ah, mécanique tu as des sur les seuils de impôts. TVA, hein. tu as des seuils en Ah oui, fait d'accord. qui Il y a font des, que. voilà, des tas de seuils TVA. Font qu'à la fin, en fait, tu gagnes moins. Impôts société, charges Ouais, sur les impôts, sociales. beaucoup. Il y a des tas de seuils comme ça sur lesquels, bon, ben, il faut un peu, comment on dit, Optimiser, réfléchir. oui, optimiser à l'avance, quoi. Optimiser à l'avance. Anticiper. Ou alors, si jamais tu as pris, tu as un peu sorti des rails, bon, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de corriger sur les mois d'après, Et ça permet si on le fait bien, ça permet de bien s'en sortir. Hein. Bon, Fuse, quand on parle de fiscalité, à chaque fois que je vois des vidéos de toute façon de fiscalité, de soit sur Éric Larchevêque qui gueule sur la France, bah toi Fuse qui t'es pris un contrôle fiscal, là t'en as parlé il y a quelques jours, quelques semaines. T'es au courant, C'est hein? vrai que c'est la hantise un peu des entrepreneurs. Raconte-nous un peu comment ça se passe et ce qu'ils t'ont dit quoi. Je l'ai finalement. vécu. Hein. Sans doute. Ouais, non, mais moi, ça faisait 10 ans que j'avais la boîte YouTube, du coup. Et c'est un truc que j'appréhendais un petit peu au fond de ma tête. Ah, bah, putain, un jour, ça va arriver. Quelle sauce je vais être mangé? En plus, historiquement, il y a des youtubeurs qui ont eu pas mal de soucis, surtout au début, parce qu'ils ne savaient pas comment bien déclarer les choses. Il y avait même un flou, en fait, sur l'activité qu'on faisait. L'exemple que j'ai donné, parce que j'ai fait une vidéo du coup sur le sujet du contrôle fiscal, l'exemple que j'ai donné, c'était iPierre, qui est un des premiers youtubeurs, qui en fait, ses revenus, il passait par un network qui était aux États-Unis. Du coup, il y avait toute une histoire de TVA que l'administration lui avait réclamé, etc. Donc en fait, ça faisait qu'il devait payer grosso modo 20% de son CA en redressement, quoi, qu'il n'avait pas perçu, puisque la TVA, en fait... Ouais, bien sûr, voilà. tu l'aperçois pas. Et du coup, ça, c'est un truc, c'est une image qui m'était restée en tête pendant de nombreuses années. Alors moi, dans mon cas, tout s'est bien passé. Globalement, j'ai rien à redire sur le redressement, parce que j'ai été redressé de 14 000 euros sur un truc que je savais que j'allais payer dans tous les cas, avec juste des intérêts de retard. Donc honnêtement, pour le coup, là-dessus, moi, c'est vrai que, comme beaucoup de gens qui entreprennent en France, souvent je suis un peu critique sur les trucs, les papiers à remplir, la complexité globale. À la limite, le taux d'imposition, c'est même pas ce qui est le plus contraignant, parce qu'en fait, une fois que tu t'y fais, c'est en fait, ok, je gagne 1 euro, bon, globalement, je sais que 60% va partir en charge, À droite, à gauche. voilà, à Ouais. droite à gauche, quoi, Ah, divers et c'était variés. fastidieux. Mais en fait, c'est Chronophage. le fait de pas savoir si tu es vraiment dans les règles, le fait de ah mais là putain j'ai pas fait surtout avec les salariés aussi justement, ça c'est un Les vrai sujet réformes qui est qu'on compliqué connaît pas. surtout quand tu es autodidacte et que ton cœur de métier c'est pas de gérer une boîte, mais c'est par exemple moi dans mon cas c'est de faire du contenu. En fait, c'est énormément de temps à juste ne serait-ce que comprendre les règles, les trucs, les machins qu'on peut faire, qu'on peut pas faire. Tu dois t'entourer Et- là-dessus, j'imagine. Enfin, à un moment, tu. C'est sûr, mais à la fin, c'est moi qui reste responsable Ouais, mais en bon, cas de. faut bien s'entourer. Quoi. C'est sûr, c'est On a un sûr. bon fiscaliste comme. Voilà, non, mais tu sais, moi aussi, j'étais redressé, mais vraiment, c'est parti d'une enveloppe moyenne, mais importante, et j'étais redressé sur 700 euros à la fin. Hein. Et encore, je pouvais ne pas le faire. Tu vois, tu l'aurais pris, tu aurais payé moins cher. Hein. Écoute, non. Et en plus, tu pouvais aller à l'aéroport. C'est même mon comptable, il m'a dit, lâche. J'avais ce qu'il fallait. Hein. C'est pour ça que j'ai dit l'importance des seuils. Quand tu optimises, il faut vraiment optimiser, quoi. Hein.
Tous les matins, Reza, il Il réveille, regarde il le regarde le seuil. seuil. Là, je vais refuser la course parce que là, c'est le seuil. Mais non, c'est pas ça. Il faut rester dans les règles, mais bien jouer. Et c'est toujours plus facile de te manager toi-même Bah voilà, ouais. que de Non, mais manager bon, tout le je monde. suis obligé de déléguer de temps en temps. Hein. Je suis obligé de partager de temps en temps hein, pour pouvoir justement. Mais, rester- je pense que là-dessus, mais peut-être qu'on ira plus tard, je pense que ce serait intéressant aussi de recadrer finalement ce discours sur l'entrepreneuriat qui aujourd'hui dérive souvent vers le chiffre d'affaires, les résultats, tout ce qu'on a expliqué au début. Ouais. Et les gens ont l'impression en fait qu'entrepreneurs, c'est des mecs qui s'en mettent plein les poches au détriment de la société, tu vois. Alors qu'en fait, c'est exactement le contraire. Et je pense qu'il serait bien qu'à un moment donné, dans notre débat, on puisse chacun exposer un peu la création de valeur, comment on crée de la valeur et pourquoi ça profite à tous. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive Ah donc oui, à oui, expliquer. voilà, ouais. En fait, je pense que on n'a pas été bon dans la capacité à expliquer la démarche entrepreneuriale à d'autres qu'à nous-mêmes. Donc on fait des discussions entre nous et on est tous d'accord, ça tombe bien, en général, dans l'entre-soi. Mais ce qui est important, c'est d'arriver à convaincre tous les gens que l'entrepreneuriat, c'est fondamental. Et pourquoi c'est fondamental? On en parlera peut-être tout à l'heure. Donc, et en quoi il faut démultiplier le nombre d'entrepreneurs donc, en France. C'est un sujet extrêmement important, au-delà des modèles, des concepts, etc. Plus d'entrepreneurs, c'est plus de richesse, et plus de richesse, c'est plus facile pour la le but, répartir. c'est le but. Oui, mais quand C'est le on voit but. des gens comme toi qui disent je suis terrorisé par le seuil, quand on dit moi j'avais peur du contrôle fiscal, etc., et ben ça inhibe les gens. Or en fait, il faut les désinhiber. Voilà. Donc ça, c'est un point fondamental. Non, Et mais je moi, pense c'est un que choix. Hein, c'est un Ouais. choix. Hein, c'est pas ce que oui, je j'ai bien cherche compris. pas- Non, mais, cherche et je pas, pense que pour regrouper avec les créations de contenu, que toutes ces vidéos sur les réseaux sociaux de gens sur des yachts qui se tripotent donc en pagne, donc la coupette à la main, voire au bord de piscine, etc. Mais si à la fin les gens se disent mais c'est ça entrepreneur, donc et tu veux entrepreneur, c'est avant tout de la sueur et du labeur, quoi. Mais justement, cette affaire de Qui va être mon associé, ça a été l'émission qui a lancé une vague d'envie entrepreneuriale avec toutes ces dérives et puis tous ces bienfaits positifs. Moi, j'ai une anecdote sur toi, Eric, avec ce couteau. Pardon. Oui, vas-y. En parlant de tes bitcoins, Eric, j'ai une Bien, anecdote. prends-moi. Une des anecdotes sur toi, c'est que tu t'es enfermé pendant quelques jours en regardant Qui va être mon associé US pour comprendre un petit peu les enjeux, les gimmicks, les concepts avant de te lancer à fond. Parce que tu étais, et ça fait un petit moment qu'on se connaît, parce on s'est connus dans l'écosystème crypto, Ledger et moi à Cryptost, et tu étais timide. Enfin, je t'ai toujours trouvé timide. Et puis tu t'es transformé en étant, je trouve, très bon justement dans la capacité d'écoute, d'apprentissage et de changement. Comment tu as opéré ça et pourquoi? Alors c'est vrai qu'a priori, je n'étais pas plutôt quelqu'un qui avait tendance à se montrer ou à s'exposer. C'est vrai que je suis par exemple très timide de base. Mais lorsque j'ai eu l'opportunité de pouvoir rejoindre l'émission, je me suis dit que la seule façon de pouvoir obtenir mon siège et de le garder, c'était de délivrer aussi ce qui était attendu de moi, à savoir la capacité de pouvoir faire des phrases courtes, c'est important ça, pour le monteur. Il fait des phrases courtes, mais il en fait plein successivement. Et donc, ce que j'ai fait effectivement, c'est que j'ai regardé, je sais pas, des centaines d'épisodes de la version US, américaine, anglaise de Qui veut être mon associé, qui s'appelle Shark Tank Dragon's Den, pour bien comprendre ce qui était attendu de moi. Ok. Et en fait, je l'ai travaillé. Tu vois. Et c'est toujours la même chose, c'est le travail qui à la fin te permet de pouvoir changer un petit peu la manière dont tu es, de t'améliorer. Après, je reste quelqu'un qui est timide et puis, tu vois, je ne suis pas quelqu'un qui va dans les cocktails, les trucs, j'ai tendance un peu à me barrer rapidement. J'aime bien être chez moi, dans mon domaine, au centre de la France, dans ma forêt où je suis très tranquille. Mais à un moment, je pense que c'est important de se remettre en question et de sortir de sa zone de confort. Et ça, c'est le typique de l'entrepreneur, de toujours repousser ses limites et de, quelque part, de se mettre dos au mur. Et moi, je me suis mis dos au mur, je me suis un peu forcé à faire ce truc-là. Après, j'avais plus trop le choix, il fallait que j'y aille, il fallait que je réussisse. Parce que je savais que si je ne me sortais pas moi-même de ma zone de confort, il ne se passe rien. Et puis, à la fin, la vie est moins drôle. Et il y a des gens qui vous ont respectivement. On vous a séparés, vous avez vu, parce que je sais que vous êtes les deux troublions de l'émission, donc je vous ai mis loin. Non. Mais et ça n'empêche pas que quand même, On s'aime bien. vous vous chamaillez beaucoup en tout cas sur Qui veut être mon associé. Il y en a qui vous ont voulu à mort de ne pas avoir investi dans leur boîte parce qu'ils ont raté un pitch. Ouais, c'est arrivé. On a eu du bad buzz forcément donc sur les réseaux sociaux de gens qui ont trouvé que c'était pas logique qu'on n'investisse pas. Notamment, il y avait une jeune femme là à Nice, je sais plus comment s'appelait la boîte, donc qui est arrivée avec beaucoup de confiance en elle, pouvant tendre vers l'arrogance et qui
et qui était persuadé qu'on allait on allait se ruer sur. Elle faisait une application, je ne sais pas si tu te rappelles, on était ensemble, elle faisait une application pour les enfants. Donc, elle était venue avec son fils, avec son associé, donc expliquer son appli. Et après, donc, elle a fait tout un bad buzz pour dire qu'on n'avait rien compris à son appli, que les questions qu'on avait posées étaient débiles, et que globalement, donc voilà, c'était pas son projet qui était pas bon, c'était nous qui avions rien compris. Et ensuite de quoi, la boîte s'est arrêtée, et on a été même effectivement donc accusé entre guillemets d'avoir été responsable de cet arrêt puisqu'on n'avait pas investi chez elle. Voilà. Donc évidemment que ce qu'a très bien dit Eric, si tu veux, quand tu fais de la télé, tu t'exposes. Et donc, quand tu t'exposes, bon, c'est comme les réseaux sociaux. Hein, forcément, il y a des bonnes choses et puis il y en a des moins bonnes. Quoi, donc, voilà. Mais en tous les cas, ce qui est intéressant à retenir dans le nom d'Eric, effectivement, c'est le travail. Voilà, c'est le fait que les gens pensent que tout ça, en fait, est naturel, que tout ça est facile. Donc, il faut toujours rappeler qu'on passe 1 heure, 1h15 avec les candidats et que c'est monté en 15-18 minutes. Et donc, on fait des journées, on fait 6-7 cas. Donc, les inventeurs, c'est 7 cas par jour à plus d'1 heure. Quand tu sors de là, franchement, je sais pas, Eric peut en parler, donc on est lessivé. Hein, c'est-à-dire que c'est un exercice physique, intellectuel, mental, très important, parce qu'il n'y a aucun cas où tu peux dire « Ah bah celui-là, il ne me plaît pas, je ne vais pas m'intéresser à son cas ». Tous les cas, tu dois les traiter et à la fin, tu dois conclure et expliquer pourquoi tu y vas ou tu n'y vas pas. Exelito, tu es autant lessivé à la fin d'une vidéo. Quel est ton regard? En moi entendu, tu manges bien, je te vois, tu Je me savoures, régale. t'écoutes. C'est pour ça, Et, quand et- je et- mange, et je suis comme toi, j'adore écouter et me mettre en retrait. Mais globalement, là, sur les 2-3 sujets qu'on a eus, entre le fait que toi, tu n'as pas beaucoup de salariés, tu es plutôt sur de la presta, des freelances et tout, et sur le lessivage des tournages, t'en En penses fait, quoi il y a de ça? plusieurs sujets différents. Alors, sur les tournages, oui, c'est fatigant, mais vu que je fais un tournage tous les 3 mois, bon, je ne suis pas trop à plaindre, je ne suis pas trop épuisé. Mais non, en fait, moi, j'ai vraiment. Ce pourquoi aussi j'ai ce rythme-là de publication, c'est que j'ai essayé d'optimiser au maximum à mon échelle, comment est-ce que je peux maximiser justement le nombre de vues global, le nombre de CA à l'année, sans pour autant devoir trop me tuer et donc me libérer du temps pour faire d'autres projets. Parce que moi, ce que j'aime de base, c'est lancer des projets. Et donc, la création de contenu, je la vois plus comme un business que j'essaie de développer, qui pourra servir à développer d'autres business derrière, ou juste une verticale à part. Mais et du coup, enfin, c'est pas un truc qui me fatigue beaucoup, parce que tout cumulé, la création de contenu, si je devais cumuler vraiment toutes les heures travaillées dans l'année, ça prendrait, je pense, 2 mois, quoi. C'est pas un truc qui me prend un temps fou. Et que tu fais à côté du coup? Ce que je veux dire, c'est quoi? T'as d'autres projets? Alors pendant longtemps, non, Il pendant grimpe longtemps, sur je me le suis yacht bien- en question de tout à l'heure. pendant très longtemps, j'avais beaucoup de temps libre, donc je faisais des super vacances. Et non, là, depuis quelques mois, j'ai lancé d'autres projets, notamment, par exemple, je commence à bosser depuis quelques mois avec le groupe Ephémera, donc de la restauration, etc., où en fait, je les ai aidés de base pour optimiser leur com. Puis finalement, j'ai carrément créé un truc qui automatise leur com. Et donc, j'ai fini par avoir des parts dans la boîte. Et à côté, on a cet outil-là, du coup, qui est génial, enfin, qui a très bien marché pour Ephémera. Là, on est en train de l'ouvrir à tous les autres restaurateurs, à tout le monde du CHR en général. Et donc là, on est en bêta fermée depuis 3 mois. On a une vingtaine de cas, exemple, où on essaye de tester le produit, à quel point il marche bien. Tu cherches des fonds? Alors- Automatiser la com dans le Ça CHR, semble ça peut scalable. plaire. Hein, Ça semble scalable, là. Pour le coup, ça a l'air mieux qu'un film toutes Pour le coup, les c'est 3 sacrément trimestres. scalable, mais on a déjà, en fait, on est 3 associés, plus un 4e qui est là pour, notamment pour les fonds. Et... Mais vas-y, faisons l'exercice. En 1 minute, pitch la boîte et on verra si les gars mettent de l'argent sur le papier. Vas-y. En gros, le concept est très simple, ça s'appelle Foodclip. Le but, c'est d'automatiser totalement la communication des restaurateurs sur les réseaux. Le restaurateur, il arrive sur l'application, enfin c'est un SaaS, sur une web app, il scanne son restaurant, il fait un room tour en 1 minute 30. Nous, automatiquement, il n'a plus rien à faire, il connecte son Instagram, son TikTok, son Facebook, il ferme l'application à tout jamais. Et nous, automatiquement, on génère des rushs, des vidéos, des voix off, tout parfait, et on poste automatiquement sur ses réseaux entre 1 et 4 fois par jour selon l'abonnement qu'il a pris. Avec un copain IA. Obligé. C'est des pipelines qu'on a Ouais. développés, évidemment. Oui, non, mais même sur les vidéos, non? Ou les vidéos, c'est que du réel. Ah, maintenant, parce qu'en fait, c'est un scan de base qu'il fait, et nous, derrière, Ouais, on arrive à reproduire le ouais, restaurant non, et à ouais, générer un nombre de rushs. Des Exactement. contenus, Et en fait, ce truc-là, on l'avait testé d'abord à une échelle très agence, où en fait, on envoyait des freelances sur place, filmer des rushs. Et en fait, Ça, pour le coup, ça, c'est pas scalable du tout. c'était pas ça. scalable. Et en fait, ce truc-là, déjà, ça marche. Enfin, on avait 5 clients qui l'avaient testé. Ils avaient tous dit que en gros, ça leur rapportait environ chacun entre 1000 et 2000 euros de chiffre d'affaires supplémentaire par mois. Non, pardon, par semaine. Enfin, en gros, ils faisaient entre 10 et 15 000 de plus par mois. Donc, on se disait, ah, sympa. Et ça, on le vendait 2000. Et là, en le transformant en SaaS, on a réussi à exploser les coûts. Et ça, maintenant, le but, c'est de le vendre à 99 euros. Et d'être en gros l'abonnement qui coûte rien pour un restaurateur, mais qui derrière, en fait,
est plus que rentable pour lui. Enfin, le vrai oui, il est à x100, quoi. Le mec fait 10 99 Tu euros par concurrences an par mois. Par mois. Non, par mois. Bah, tu c'est beaucoup, hein. concurrences plein d'autres apps. Bah, c'est Je beaucoup, connais, mais parce que s'il du fait coup, c'est 15 mon 000 de domaine. plus. Ouais, mais s'il fait 15 000 de plus, mais 99 euros, les restaurateurs, ils commencent toujours par regarder le coût. Hein, donc, Ouais, mais en fait, dès que ça C'est commence imbattable. à monter un peu, si tu veux, tout le monde, effectivement, donc, sert de partout. En fait, le prix des agences, en général, pour ce service-là, d'avoir 2-3 contenus postés automatiquement par jour, une agence, elle te facture ça 4-5 000, 4-5-6 000. Parce que justement, Jade, qui est du coup associée avec moi, qui est de base celle qui a fondé Ephémera, elle avait ce problème-là de base avec les agences. Et en fait, ce produit-là, de base, on l'avait créé pour Ephémera, et on s'est dit, mais c'est trop bien, enfin, c'est magique. Pourquoi faut que qu'on les le- restaurants? En fait, non, la première verticale, c'est les restaurants. On va très vite ouvrir l'hôtellerie et Je crois très que vite ouvrir t'as l'industrie. Bah oui. un prospect. En fait, Attends, on parce que préfère moi, j'ai un d'abord gros centre de- on préfère se de focus sur restauration. une verticale et prouver le marché très rapidement, montrer que ça marche et que Ouais. pour après ouvrir d'autres verticales. Et j'imagine que, je prends mon exemple qui est donc un hôtel hyper lifestyle, on est hyper brandé dans ce qu'on va faire en Instagram et on n'est pas du tout... Alors je comprends que ça va peut-être faire plus de vues, mais il faut que ce soit très culturel, très visible et que ça reste complètement dans l'ADN de la brand. Comment tu t'adaptes à ça? En fait, c'est personnalisable. C'est-à-dire qu'au début, on te pose plusieurs questions Mhm. sur déjà quel type de script tu vas avoir, quel type de ton. Mhm. Ensuite, quel type Ouais, de t'as couleur. tout, Est-ce que tu as quoi. un branding Mhm. visuel et tout. Et en Ouais. fait, nous, après, on l'applique automatiquement dans notre boîte de montage qui s'occupe de faire les vidéos. Mais aussi, alors à la base, du coup, il y avait ce truc-là, le pitch était full automatisé. Là, avec les bêta-testeurs, on s'est rendu compte que beaucoup préfèrent aussi avoir juste une banque de contenu. Et donc, l'automatisation, c'est un bonus que tu peux activer. Mais de base, c'est juste une banque de contenu, en fait, où tous les jours, tu as une dizaine de contenus qui sont produits et tu en fais ce que tu veux. Mais j'ai l'impression globalement, et c'est vrai pour vous les gars d'abord, mais un peu pour le reste de la table et Free qui veut parler sauf Jean-Pierre Nadir, C'est un peu le concept de cette table, quoi. c'est que globalement vous avez eu un truc qui a marché au début, toi c'était ta chaîne YouTube, et derrière tu as décliné plein de business. Pourquoi tu l'as fait et pourquoi tu t'es dit, si on démarre par toi, bah, je vais étendre mon cercle d'influence entrepreneuriale plutôt que de faire un truc tout le temps comme Eric a fait Ledger pendant X années, quoi. Bah, moi, je pense que c'est pas forcément une bonne idée de se diluer autant dans autant de projets, quoi. Je pense que c'est Aïe, aïe. il y a des gens qui... Non, mais je sais pas. Après, je pense que en tout cas, tu vas plus loin si tu te concentres sur une seule et même chose et vraiment que tu fais que ça. Après, moi, je sais que moi, pour ma part, c'est un truc juste que je trouve intéressant de comprendre d'autres business models, de tester d'autres trucs, de se challenger, etc. Mais c'est vrai que clairement, il y a un monde où si je faisais que du YouTube, peut-être que d'un point de vue vraiment financier, ce serait plus intéressant parce que je pourrais aller plus loin dans les projets, je pourrais plus poster. Mais d'un autre côté, c'est un équilibre à trouver entre ce que tu veux vraiment faire et est-ce que tu veux vraiment maximiser l'apport Et je financier. pense Mais qu'en tant après, que créateur de contenu, tu es plus comme un sportif de haut niveau qui se rend compte qu'à un moment, C'est vrai ça aussi, va ouais. peut-être s'arrêter, tu Ouais. vois, parce que Ouais. tu peux pas être éternel en créateur de contenu. Et donc, je pense que c'est aussi important que tu arrives à agrandir un petit peu tes business pour créer une fondation. C'est ça, ouais. Tu avais exprimé, tu avais dit, tu as la peur que si un jour tes vidéos ne marchent plus, il n'y ait plus rien. Tu vois, et ça, on n'est pas à l'abri que le marché bouge et toi, tu ne bouges pas. Ouais, et c'est donc, je sûr. pense que c'est vraiment plutôt un réflexe en fait, de survie, de consolidation qui est tout à fait légitime. Mais après, tu as aussi le sens. Enfin, si lui, son leitmotiv, c'est de créer des projets, bah forcément, une fois que le premier est C'est- créé, En fait, c'est pas vraiment ça, c'est plus que je très vite m'ennuyer dans un Bah truc voilà, si je c'est vois ça. le cap. Et en fait, la création de contenu, le problème, c'est que comme ce qu'on dit depuis le début, c'est pas scalable. Et en fait, j'aurais beau travailler 10 fois plus, je pourrais faire 5 fois plus à la fin de l'année. Et en fait, moi, j'ai toujours envie de. Pour moi, c'est un jeu, enfin, la vie est un jeu en général, et j'ai envie de voir jusqu'où je peux pousser tous les curseurs. Et donc, le fait de créer un projet, de trouver une manière de diversifier même dans plein d'industries différentes que je connais pas, j'adore comprendre comment ces industries-là marchent. Et en plus, créer un projet qui pourrait me dépasser complètement et aller beaucoup plus loin que moi-même, quoi. On y est peut-être là. Si On je travaille dis- dessus en tout cas. Si je disais ça, c'est parce qu'à un moment, moi, j'avais eu un peu une boulimie de vouloir trop lancer de trucs. Ah, putain, ça, j'aimerais bien faire, voilà. Et en fait, bah, au début, c'est cool de lancer le projet, c'est cool d'avoir les premiers retours, etc. Puis quand ça devient dur, en fait, tu te dis, putain, mais j'ai ça à gérer, j'ai la merde là, j'ai une merde à gérer ici. Et en fait, tu te dis, mais pourquoi je me suis autant éparpillé là où si tu es vraiment focus sur un truc, en vrai, t'as pas de plan B, je pense que tu peux aller plus loin. Après, comme disait Eric, c'est vrai que d'un point de vue diversification de ce que je fais, ça a un sens. Mais c'est comme un sportif de haut niveau. Je pense que le sportif de haut niveau, il n'a pas forcément le temps de à la fois faire les entraînements, les matchs, les trucs, et à côté construire une entreprise pérenne. Complètement. Ouais, ils le font souvent après. Voilà, effectivement. après, Ouais. Mais c'est pour ça que toi, effectivement, donc en fait, l'une des choses que tu soulignes là, c'est le fait de savoir dire non. En fait, quand on est connu et qu'on a du succès, on te propose énormément de choses.
Et donc, l'un des éléments, après avoir passé une partie de ta vie à espérer que les gens te disent oui, tu vas C'est passer ça, par et c'est la exactement deuxième ça. partie de ta vie Ouais. à devoir gérer des noms. Et Reza, à force de voir justement des gens dans ton VTC qui parlent et tout, tu t'es jamais dit, tiens, j'ai envie de m'associer avec une histoire que j'ai entendue dans le taxi et lancer une nouvelle aventure? Non, franchement, non, parce que moi, pour tout te dire, je me fais plaisir à rencontrer des nouvelles têtes. Ok, ouais. Bah Ça me oui. fait plaisir à rencontrer des nouvelles histoires. Et c'est vraiment marrant. Il y a des... Là, bon, on entend parler des métiers. Bon, c'est très enrichissant. Mais il y a des métiers, mais vraiment insoupçonnés, hein. Vraiment. Genre lequel, par exemple? Par exemple, je veux dire, un jour, j'ai rencontré une nana. Bon, on a parlé et tout. Et j'ai dit, tu sais quoi, tu fais quoi? Elle m'a dit, je suis faiseuse de guerre. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est une branche de la Croix-Rouge Ok. qu'ils ont créée et ils vont dans les théâtres des guerres, par exemple à l'époque de Daesh ou les talibans, Ok. ils vont voir les belligérants et ils leur disent que il y a certaines choses en guerre qu'on ne peut pas faire, c'est interdit. Une fois que la guerre c'est fini, vous serez poursuivis. Genre, tu arrives dans un village, bon, bah, tu fais pas de viol, tu fais pas d'exaction, Et ils voilà, et tout. écoutent. Alors, ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit que les talibans étaient plus enclins à écouter et respecter que les gens de Daesh. Ok. Là, c'est incroyable de rencontrer C'était elle qui allait C'était en elle, femme, ouais, en tant que oui, femme. c'est vrai, c'était une nana, une cinquantaine d'années. Et t'as pas fait 3 tours du périph' pour écouter la suite? Non, ça suffit, tu sais, à Paris, facilement, tu fais 3/4 d'heure pour un trajet, hein. Merci Anne. Ouais, on a discuté et tout. Mais c'est pour dire, bon. Et si tu devais retenir, Reza, pour finir sur cette anecdote, le meilleur conseil business que tu as reçu dans un taxi ou que tu as entendu, et le pire conseil business que tu as entendu dans ton taxi, dans ton VTC, ça serait lequel? C'est bête ce que je veux dire, mais il faut avoir de la chance. Absence, comme disait mon chef, il disait, absence de chance, c'est une faute professionnelle. Et puis après, il faut que tu la saisisses, ta chance. Il faut que tu y crois et que tu y ailles à fond. Et c'est ça qu'on m'a dit. C'est qu'un entrepreneur, personne ne vient te dire le matin, va au boulot, quoi. C'est toi qui te mets un coup de pied derrière et tous les matins, tu vas au charbon. Et c'est un monde un peu comme un match de boxe. Le gars, il s'en prend plein la figure, il tombe, il sait qu'il va se relever, il va s'en prendre encore plein la figure, mais il y va quand même. Parce qu'il croit en lui, il croit en son destin, il dit, bon, ben, je vais gagner. Tu vois, c'est une histoire que j'ai échangée avec un des clients, c'est vraiment y croire, c'est arriver au bon moment. Moi, par exemple, j'ai raté à un moment, c'était les crypto-monnaies. J'étais au tout début de... Bah, j'étais dans son taxi il y a une dizaine d'années. Non, j'étais au tout début des bitcoins et j'avais un collègue qui était dans tout ce qui était nouvelle technologie. Et puis il m'a parlé de la monnaie virtuelle. Et lui, bon, là, on l'appelait techno-crétin. Parce que tout ce qui était techno récent, il se mettait à fond dedans. Nos crétins, c'est pas mal. Ça. Dès que, par exemple, il y avait l'appareil réflexe numérique qui sortait, il allait mettre 10 000 € là-dedans parce qu'il fallait l'avoir. Et je me souviens, à l'époque, on pouvait miner même avec un portable, quoi, hein. Les bitcoins et tout. Ouais, complètement. C'était vraiment très facile, j'étais au tout début. Et lui, il en avait. Et puis j'ai dit, mais je ne vais pas citer son prénom, parce que si jamais il me regarde, j'ai dit, mais... Il va se reconnaître. Allez, Salut, techno-crétin. je pense qu'il s'est déjà reconnu là. J'ai reconnu, là. T'as perdu un ami, mais... Mais j'aurais pu avoir 200 ou 300 bitcoins en faisant rien. Et une fois que je me suis mis à miner, bon, c'était déjà trop tard, quoi. Ah, tu t'es quand même mis à miner. Ah ouais, je me suis mis à miner. Ah bah, bravo. Mais c'était un peu trop tard, et puis voilà. Mais Eric te dira, c'est jamais trop tard. Non, ben, c'est jamais, effectivement. Non, maintenant c'est compliqué. Maintenant c'est compliqué. Bah, de miner, oui, mais c'est sûr. Mais tu peux juste en acheter, hein, tout simplement. Ah oui, il faut en acheter, mais bon, après, il faut être, comme on dit, là vraiment, il faut avoir le marché en tête, et on sait que c'est Non, t'achètes, t'oublies, c'est tout. Ouais, C'est la seule règle. Ouais. Acheter régulièrement et oublier, c'est tout. Tu pourras jamais battre cette Ouais. stratégie. Je laisse quelques cartes. Voilà, regarde. Voilà.
Eh bien, Reza vient d'avoir une course en direct qu'il l'a appelé. Il Pour glisse garder ses contact. cartes et il s'en va. Merci Pas beaucoup. forcément pour m'appeler pour le job, hein, pour garder contact. Pour discuter comme ça. C'était comme ça, exactement. Parler Mais si on Bitcoin, discute, le compteur ouvert, c'est quand même mieux. Merci beaucoup, Reza, d'être venu en tout cas. Ben, Bonne course. Je vous embrasse tous, prenez soin de vous. Je vous souhaite vraiment tout plein de réussite. J'étais vraiment ravi d'être avec vous. Vraiment, vraiment, vraiment. Et tout plein de bonnes choses, quoi. Ah bah, ça Et bon, merci beaucoup. Ciao. Merci, Reza. Au revoir. Bon, le business avant tout, Reza vient de partir prendre une course, mais on reste encore ensemble quelques minutes pour le dessert, notamment que certains gourmands ont commandé. Justement, tout à l'heure, on parlait de ces choix à faire dans la vie. Et moi, il y a un truc qui m'avait beaucoup touché, le rapport entre la santé et le travail. Ouais. Et tu avais raconté sur une scène, je ne sais plus laquelle, des problématiques de santé, où tu as peut-être trop tiré sur la corde à un moment donné sur Ledger. Ah Comment oui. on fait le choix entre justement, oui, il faut aller chercher les 10 milliards, mais il ne faut pas se cramer dans la course aux 10 milliards. Quoi. En fait, tu fais pas de choix, tu te crames. Et moi, j'ai eu de la chance, c'est-à-dire que Crame ton argent et ta vie. Quoi. voilà, c'est ça. En Rester fait, salarié. j'ai quitté Ledger en 2019, voilà, suite à un concours de circonstances, et donc du jour au lendemain, je me suis retrouvé à plus rien faire, en gros. Et c'était pas forcément prévu, ni un choix que j'avais fait. À la fin, j'ai accepté le choix, peu importe. Et là, effectivement, quand tu t'arrêtes, en fait, ton corps, il s'arrête. Tu vois, parce que tu arrêtes de tenir les trucs. Et donc, j'ai eu quelques soucis de santé. J'ai été opéré du cœur. Bon, rien de grave, tout va bien aujourd'hui. Mais je me suis fait la réflexion que si j'avais continué chez Ledger, peut-être que je serais mort. Parce que tu continues de tirer sur la corde. Et à un moment, quand tu as un problème quand même grave de cœur, bon, voilà, tu as une petite chance de pas en revenir. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire tout simplement, en fait, tu négliges ta santé parce que tu n'y penses pas, parce que tu n'as pas forcément cette compréhension. Et du reste, quand on me pose aussi la question entre vie pro, vie perso, pour moi, c'est simple, il n'y a pas de vie perso, tu vois. En fait, la question, elle n'a pas de sens. Donc, c'est pareil pour la santé, en fait. Tu vois, quand tu es entrepreneur, il n'y a que ça qui compte. Je pense que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est très égoïste parce qu'il va penser qu'à pas son succès personnel, mais en tout cas au succès de son projet. Il veut construire, il veut créer. Et pour ça, en fait, il est prêt à tout sacrifier. Tu vois, ça ne veut pas dire que c'est un misanthrope. Je ne me considère pas comme un misanthrope. Je suis marié, j'ai des enfants, j'ai la chance, ça s'est plutôt bien passé. Mais c'est vrai que j'ai un focus et un mental qui était tout le temps sur le business. Et donc, quand on me pose la question, pour moi, c'est évident qu'à un moment, il faut aussi être cohérent avec soi-même et reconnaître ses limites là-dessus. C'est que ouais, tu fais ton choix, en fait, il est déjà fait. Et c'est pareil pour la santé. Voilà. Et après, quand tu as des alertes, des problèmes, ça te fait réfléchir différemment. Mais je pense que j'étais absolument pas conscient de ce que je faisais. Et pour moi, voilà, Mais je pense que là-dessus, tu vois, c'est le business qui t'en impose en fait. C'est-à-dire que, Ouais, mais c'est effrayant. Quoi. oui, mais globalement, une affaire, ça t'en impose. C'est-à-dire que ce que vient de dire Eric, qui est très juste, c'est que les gens vont te dire, mais tu devrais trouver plus d'équilibre entre ta vie perso et ta vie professionnelle, etc. Mais souvent, quand tu ne le fais pas, c'est que tu ne peux pas. C'est que tu es dans un combat. Et que tu dans veux une pas logique, aussi. Tu vois, oui. Tu veux pas aussi. Alors, mais il y a aussi quand tu ne peux pas. Je pense que c'est ça. C'est même pas un choix. Je me dis Ouais. pas, je me flingue. J'étais content. Tu vois. Ouais. Non, mais je crois J'avais qu'aussi, pas tu as l'impression de les souffrir. business, tu n'as pas le choix. Là, les choix qu'ils ont faits, Ça dépend des âges, parce que moi, pour le coup, je suis encore dans une période où, justement, même quand je pars en vacances plus de 5 jours, je me dis, c'est pas possible, je perds du temps. En fait, j'ai envie, parce que j'ai vraiment envie de construire des trucs pour l'instant, mais parce que je suis aussi, je pense, au Un tout peu le début moment, de là, mon ouais. parcours, c'est aussi ça. C'est le meilleur Mais moment. en là. fait, genre, ce truc-là, du coup, d'équilibre pro-perso, moi, je sais que je veux évidemment l'avoir à terme, mais c'est pas du tout ma priorité. Ouais, c'est des moments de vie. C'est qu'en fait, je prends plus de plaisir à travailler sur des projets, à essayer de développer des trucs, que de faner, justement. Mais je pense que c'est vraiment un instant précis de ma vie où là, Mais d'un envie autre d'y aller, point quoi. de vue, tu es quand même obligé. Enfin, à un moment, après, je sais pas ton approche, mais je trouve qu'à partir du moment où tu as des enfants, ce qui est mon cas aussi, bien sûr que je suis pas, c'est pas mon argent à la clé et j'entends très bien le point. Pour autant, je pourrais bosser 24/24 et 365 jours, étant donné que le business est ouvert et qu'on peut m'appeler à toute heure, vu que je suis responsable de tout ça, une fuite ou autre qui peut arriver à n'importe quelle heure. Ça n'empêche que dans mon équilibre, il y a un moment où il faut quand même que je vois mes enfants régulièrement. Enfin, je veux dire, sans ça, Moi, je et les ai donc pas je vus pendant cherche. 3 ans.
Non, Enfin, non, c'est pas à ce point-là, mais je suis triste pour Ils toi. l'ont à peine reconnu à il a quel pas l'associé. reconnu, ouais, tout à fait. On me dit, ah, c'est ton Papa, papa à la télé. Non, mais je Non, trouve mais que t'as- c'est dommage de donner le point de être entrepreneur, c'est forcément sacrifier son équilibre de vie. Je pense que oui, tu peux y passer, mais je pense Je que dis pas que c'est obligatoire, je dis juste que c'est mon cas. Tu vois, ouais, ça a été ton cas, et c'est parce peut-être que je le le cas. voulais Ouais. bien et parce que c'était un espèce Et moi, je pense que c'est pas d'enjeu. seulement générationnel, hein. Je pense que si tu veux, quand tu n'as pas de capital, tu n'as pas de réseau, tu vois, bah, au moins, effectivement, et des idées et de l'énergie. L'énergie, moi je dis toujours, l'énergie, c'est le capital de ceux qui n'ont pas de capitaux. J'ai rencontré un sportif pro qui a remporté les JO et autres, et qui, un jour, avant d'être médaillé d'or, avant d'être champion du monde de ping-pong, il a été médaillé d'argent. Il est arrivé au mois de septembre où il ne gagnait plus aucun match, il n'y arrivait plus psychologiquement. Il est allé voir son médecin. Quand nous, on aurait fait un arrêt parce que ta jambe est épuisée, lui, ils lui ont demandé un arrêt de sa tête et de ne plus travailler du tout pendant 3 mois et de plus du tout penser ping-pong. Il s'est arrêté totalement pour reprendre un peu de l'énergie, son esprit et son calme. À l'issue des 3 mois, il est devenu champion du monde. Ouais, mais Et c'est un sport parce qu'il y a- individuel. Mais il y a C'est aussi. un sport individuel. Ah non, parce que Toi, tu t'es- rendais non, compte t'as tous toute les une jours. équipe derrière. Non, mais tu rendais compte à des salariés, tu rendais compte à des clients, tu rendais compte à des actionnaires, tu rendais compte donc à l'administration fiscale. Nous, on rendait compte à plein de gens en permanence, tu vois. Et donc, l'espèce de fantasme de croire que c'est juste une volonté individuelle, moi, en tous les cas, j'y crois pas du tout. Et moi, j'ai jamais réussi à considérer que c'était toi qui étais maître complètement de ton destin. En tous les cas, au début, il y a un moment donné où ça peut être vrai, mais au début, c'est évident que tu es obligé de tout mettre dans la partie. Mon avis, c'est que si jamais tu es à 0, pour passer à 1, il y a forcément une période plus ou moins longue dans laquelle tu vas forcément mettre de côté le reste, quoi. Moi, je sais que quand ça commençait à marcher, YouTube, je me suis dit, bah, j'ai pas envie de laisser passer l'opportunité. Du coup, j'ai fait une vidéo tous les jours pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Ouais, pendant 5 ans. En parallèle, en plus, bah, du coup, je terminais mes études. Donc, je rentrais à 18 h, je tournais, je montais. En plus, bah, je développais mon serveur parce que j'avais pas de développeur, machin. Donc, je dormais 3-4 heures par nuit. Et en vrai, je voyais bien que je me flinguais, que voilà, j'étais fatigué, machin. Mais en fait, c'est vrai que comme disait Eric, tu fais passer. Enfin, en fait, la santé, tant que tu n'as pas de problème, tu dis, bah vas-y, ça va passer. Et même, je me disais, bah tant pis, si j'ai un problème de santé, en vrai, au moins, j'ai. Parce qu'en fait, je voulais tellement vivre de YouTube, c'était tellement genre mon rêve, que en fait, ton cerveau, il réfléchit pas, enfin, il met pas les choses en perspective. Évidemment que la santé, c'est plus important que de vivre de YouTube, mais quand tu as un truc. Quand t'es dedans, ouais. Ouais, quand tu es dedans, en fait, tu es juste concentré là-dessus, quoi. Et je comprends qu'il y a des gens qui se flinguent la santé. Après, bah, avec le temps, quand tu arrives à trouver un équilibre, quand tu es justement porté un peu plus par le business, voilà, que c'est moins compliqué, tu peux commencer à déléguer, tu peux commencer un peu à souffler. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a forcément un passage, même si c'est que quelques mois, où tu vas faire des nuits blanches et tu vas charbonner, quoi. Ouais, en vrai, je suis entièrement d'accord avec le fait qu'il faut travailler et énormément et se donner à 200%. Je dis juste que équilibrer quelque part soit ta vie sur ta santé ou soit ta vie sur bah, les tiens, parce que c'est aussi Bah, bien important sûr. et que le lien te nourrit quand même au quotidien. Voilà, après, moi, je dirige autant un hôtel que je donne des cours dans plein d'écoles, que je peux me retrouver mais bien. Enfin, C'est- j'ai plein d'activités à côté et je suis non-stop en train de me dire, il faut que je crée quelque chose parce que de toute façon, ce qui va rester, c'est l'image que je vais donner de moi quelque part. Mais à côté de ça, j'arrive pas à me dire que pendant 5 ans, par exemple, si j'avais des enfants à ce oui, non, mais oui. moment-là, Je ne pas pense avoir mes que. enfants pendant 5 ans, moi, c'est un parti pris que Tu j'ai les vois, du mais mal à 5 entendre. minutes. Tu m'as tué. Même pas 5 minutes. Tu crois quoi? T'arrives à la crèche, c'est pas 5 minutes. Hein. La dame, elle te parle, elle te reparle, il faut revenir. Ah, ils ont changé le planning de la crèche, non? Au niveau familial et personnel, c'est important d'avoir aussi une équipe, tu vois. Et donc, moi, ma femme était derrière moi et elle le voulait bien aussi. Elle a sacrifié sa carrière professionnelle parce qu'elle, de toute façon, elle voulait aussi s'occuper des enfants. Et donc, tout ça, ça a pu fonctionner. J'ai pu me marier, avoir des enfants et ça s'est pas trop mal passé parce que justement, j'avais une femme extraordinaire qui a compris ce que je voulais faire, pourquoi, et qui a vraiment géré la situation. Ça, c'est sûr. Mais dans ce cas-là, je pense qu'on doit aussi se dire, OK, au lieu de
Évidemment qu'on va pas avoir de cette quantité en perso, on va pas pouvoir faire de la quantité. À partir du moment où on est carriériste, on a envie d'avancer, on va entreprendre et travailler, on pourra pas faire de quantité avec les proches et ainsi de suite. Mais dans ce cas-là, effectivement, la qualité, alors par exemple, tu dis je pensais pas à ma santé, mais rien que de bien manger sur une journée, tu as pensé à ta santé. Si c'était ton Non, cas, c'est vrai. j'en sais Mais rien. je pense que mais- c'est plus sur le Tu vois, il y a sommeil. plein de trucs. Ouais, mais c'est facile à dire et Ouais. facile de refaire le match, tu vois. Non, je dis mais, pas ça, je dis mais juste la vérité, que elle est là, tu vois. en termes de conseils à un Mais c'est pas un entrepreneur qui veut conseil. s'y mettre, Non, ça ouais, s'appelle c'est ça un fait- C'est constat. un Ouais. état, c'est un Ouais. constat. Ouais. Et c'est un constat que je peux que déplorer, tu vois. C'est-à-dire que je dis juste, et pourquoi on fait ça? Parce que je pense que fondamentalement, l'entrepreneur, moi en tout cas, est assez égoïste. Ouais, donc c'est un constat. Tu vois, et donc c'est pas forcément une belle image que tu vois de l'entrepreneur qui est peinte ici. C'est une image qui est réaliste. Et moi, voilà, j'ai pas de problème à faire ce type de constat et à le montrer. Mais c'est en aucun cas une sorte de conseil ou de se dire que regardez, si vous voulez réussir, il faut absolument être comme C'est ça. l'aboutissement dans Absolument. la vie. Nous, entrepreneurs, c'est encore pire parce que nous, on n'a même pas l'éternité devant nous. C'est-à-dire qu'on doit délivrer au quotidien et on rend des comptes à plein de gens quotidiennement. Et donc, la réalité, c'est que tu es extrêmement vite sous pression. Oui, oui. Très très vite sous pression parce que tu as levé des fonds, parce que tu as déjà, quand tu engages des salariés, le premier truc que tu fais, c'est que tu vas essayer de vendre des perspectives, tu vends une ambition, donc tu leur vends une fonction, une évolution, etc. Et puis un jour, tu dois te parjurer. Parce qu'en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, finalement, la fonction qu'il occupe, peut-être qu'elle va disparaître et que tu vas devoir lui dire, écoute, Martin, je suis vraiment désolé, donc on va devoir arrêter. C'est horrible la première fois où tu dois dire à quelqu'un à qui tu as dit 6 mois avant, mon petit gars, on va faire un carton ensemble, ou 2 ans avant, hein, et puis d'un seul coup, tu dois lui expliquer le contraire. Et c'est ça, entrepreneur. Et donc, forcément, que c'est des nuits sans sommeil, que c'est en permanence, effectivement, donc des positions que tu dois affronter. Voilà. Et je pense que c'est pour ça que la lucidité, c'est un élément ultra important quand tu es entrepreneur. Parce que finalement, la lucidité, donc, c'est ta capacité à affronter le réel, tu vois, sans le confort des certitudes. Moi, je suis d'accord, mais je suis plutôt team. Il faut être bon On se pendant la coule 10, douce. 20, 30. Non, il faut être bon pendant 10, 20, 30 ans. Et je pense que il y a tous les ans un nouveau Zidane en 98, en 99, en 2000, en 2010. Il y avait des Zidane qui étaient meilleurs que Zidane. Il y a un tas de gens qui sont meilleurs sur un instant T, sur une photo. Et en fait, à la fin, au bout de 20 ans, on se souvient que de Zidane. Et si on me demande de citer un joueur de foot, je cite Zidane. Parce qu'il faut être là pendant 20 ans. Et je crains que, à part vous qui êtes les exceptions de vos domaines parce que vous avez cramé et vous êtes repassé, il y a trop de gens qui passent par la case cramée et qui ne se relèvent pas. et qui sont Là-dessus, moi, talentueux. je te réponds juste un truc, c'est que moi, justement, j'étais pas Zidane, si tu veux, et donc, j'avais aucun talent. Et donc, quand tu n'as aucun talent, si tu veux, si en plus tu bosses pas, il se passe pas grand-chose. Hein. Mais Donc, tu continues à te cramer ou du coup tu as eu une prise de conscience et tu te crames moins? Alors, oui, alors non, je continue de travailler beaucoup, ouais. Ok, Donc peut-être que là, avec l'âge, je suis obligé de faire attention, tu vois, à ce que je mange. ça, j'ai Tu vu. vois? Ça se J'ai voit. Comme vu, tu as j'ai pu vu le voir, ce- entre le ce burger repas. Mais donc non, j'ai quand même modifié un peu mon alimentation, fait attention, parce que, en fait, à un moment, tu as l'âge et c'est le corps lui-même, en fait, qui t'indique que tu dois faire attention. Mais sinon, moi, mon obsession de tous les jours, c'est quand même de continuer à créer de la valeur pour mon entreprise, à la développer. Et on ne s'arrête jamais parce que l'entrepreneuriat, c'est une aventure, c'est la dernière aventure humaine. Et l'appel de la forêt, tu n'y résistes pas, quoi. Ouais, mais justement, moi je suis assez partisan de ce transfert d'énergie, c'est-à-dire que est-ce que tu considères aujourd'hui que l'énergie que tu as mis dans la boîte, et je pense que oui, parce que c'est devenu une licorne qui s'est transformée et qui s'est décuplée avec Ledger, par rapport à ce que tu as sacrifié à un moment donné, est-ce que c'est rentable? Je ne raisonne pas avec rentabilité, je ne raisonne pas du tout comme ça. Ok. De toute façon, il n'aurait pu être autrement. C'est-à-dire, je pense que moi, j'étais fait pour que toute ma vie, je passe mon temps à construire des trucs. Ça marche pas. Tu vois, il y a des gens qui fournissent énormément de travail et d'énergie et à la fin, ça donne rien, tu vois. Est-ce qu'ils sont moins talentueux que moi? Je pense pas, tu vois. Parce qu'il y a des moments, il y a les hasards, il y a de la chance, il se passe plein de choses. C'est difficile à dire. Il y a forcément un peu de talent et beaucoup de travail, mais après, tu peux pas raisonner en fait en retour sur investissement. Et c'est pour ça qu'un entrepreneur en fait ne peut pas réussir si son seul objectif c'est de devenir riche. Si la seule manière dont il réfléchit c'est sur le retour sur investissement, ça ne marchera jamais. En fait, un entrepreneur, il crée parce qu'il a une rage de créer, de construire, de montrer qu'il peut faire des choses. Il va aller chercher une énergie au cœur de toutes ses frustrations, toutes les moqueries, toutes les choses en fait qu'il s'est pris avant pour essayer de montrer au monde en fait qu'il existe et qu'il est capable de faire des choses. Et après, je pense que si, en tant qu'être humain, tu peux te réaliser que dans le travail, dans la construction, et te sentir utile de faire quelque chose. Et donc, c'est pour ça, c'est un appel, en fait, auquel tu ne peux pas résister. Et cet appel, il est tellement fort que je pense que tu es prêt à tout sacrifier, quoi. Et c'est quoi qui a le plus changé justement dans cet objectif d'atteinte
quand tu es devenu une licorne? Est-ce que, je sais pas, tu es servi en premier à la table alors qu'avant on ne te regardait pas? Est-ce que justement cette phrase du collège dire qui chez moi, arrive- par exemple Ouais, non, dans les événements et tout, mais tu vois, qu'on comprenne Déjà un qu'ils peu. voient pas ses gosses, en plus ils doivent le servir en premier, c'est Ah, trop s'il là. vous plaît, quoi. Non, mais qu'est-ce qui change le plus, du coup, quand tu montes une boîte comme ça, quoi? Non, ce qui change, moi, ce que je pourrais dire, c'est ce qui a vraiment changé quand tu as réussi et que tu as gagné beaucoup d'argent, euh, c'est quand je fais mes courses, je compte pas. Ok. Tu vois, je vais ça, je pense que pour la plupart des Français, rien que ça, C'est un luxe. c'est un luxe, mais énorme, tu vois, de pouvoir rentrer chez Carrefour, Leclerc, peu importe, et tu prends ce que tu veux, en fait. Et je m'en fous. Enfin, je compte pas, je regarde pas. Et ça, Moi, j'ai j'ai un conscience exemple que c'est un luxe. similaire, mais qui te concerne plus, c'est que tu sens que tu as les moyens le jour où tu rentres dans un restaurant sans regarder les prix à l'extérieur avant, tu vois. Et donc, tu dis, de toute façon, j'ai les moyens de me payer n'importe Ouais, quel peu plat. importe, ouais. Voilà. Et donc, globalement, j'ai pas besoin de regarder. Alors qu'avant, et tu veux, tu regardes les prix. Moi, à une époque, j'avais une petite feuille que je notais, etc., pour savoir tu vois, où j'en étais dans le mois, et je notais tous les matins, etc. Et donc, l'argent t'obligeait à arbitrer sur des choses relativement simples. Une fois que tu as un peu de moyens, bah, tu as au moins ce confort-là. Et Fuse, Exelito, c'est quoi qui a changé le plus? Non, je sais pas, moi je suis derrière l'ordi donc. Quand je fais des courses, Ouais, tu commandes sur Uber Eats quand t'es à la flemme. Non, alors, j'allais pour reprendre ton dire exemple, maintenant il a piqué la chambre de ses parents et ses parents dorment dans sa chambre d'enfant. L'assurance sur soi-même, de se dire, bon bah voilà, au moins, ça, ce truc-là de la vie, voilà, c'est fait. Maintenant, bah, faut trouver un moyen de s'accomplir autrement que par le financier, quoi. Parce que là, t'as quel âge? 27. Et c'est toi le plus jeune, du coup, t'as 22? Non, j'ai 25. 25 ans. Ouais, je suis en 2001. 2000, ouais, c'est ça. Ouais. Et En donc, toi, 2000, c'est important. Non, moi, justement, moi, je suis pas du tout rendu encore au stade où tu peux faire tes courses sans regarder, quoi. Alors, si, non, mais je le fais, mais c'est con. Mais enfin, au niveau, c'est Il con. le faisait avant. Dans le sens, non, mais dans le sens où en fait, je n'ai pas un capital suffisant de côté pour me dire, en fait, maintenant, je peux, si je veux, vraiment plus rien faire. Enfin, pas avec mon lifestyle en tout cas, ça passerait pas du tout. Ça passerait 25 pas ans. longtemps. Oui, bah, 25 ans. Puis même, je pense que ce serait horrible. Enfin, même si tu l'avais, de toute façon, ça ne changerait rien. Déjà, Et oui. tu dirais, de toute façon, Et tu ne donc, vas pas oui. rester. Mais sinon, la différence, oui, c'est juste que bah, quand je prends Uber, enfin, je m'en fous. Si il pleut, je prends Uber. Mais par contre, oui, je vais pas à n'importe quel restaurant non plus. Mais juste que oui, je me pose moins la question. Enfin, oui, je prends un dessert si je veux prendre un dessert. C'est pas. Je suis encore à ce niveau-là, quoi. Je suis pas non plus. Et Uber Eats surtout, oui. Uber Eats, pour le coup, ça c'est frénétique. C'est un vrai problème que j'ai, c'est que là, je ne réfléchis même pas, quoi. Bon, et là, comme c'est Cube qui a payé, tu t'es dit, je prends le dessert. Ah bah là, je me suis régalé. T'as bien raison. D'ailleurs, Bah, du reste, ça s'appelle l'addition. Ça s'appelle l'addition. Mais c'est toi qui payes, Eric, d'ailleurs. On tire au dé qui c'est qui paye, et il y a un dé truqué qui va tomber sur Eric Larchevêque. Ah, ce serait que justice. C'est le mec le plus haut dans le 500 plus grandes fortunes françaises qui paye. T'es 300. Je pense que là, c'est pour ta gueule, Eric. Bah, écoute, ça me fait plaisir. J'ai toujours une question de fin que je vais vous poser en 30 secondes et je vous la mets déjà dans la tête pour ceux qui doivent réfléchir. C'est le pire et c'est la même que j'ai posée à Reza. Le pire et le meilleur conseil business qu'on vous a donné dans votre vie et celui qui vous a fait gagner le plus d'argent et celui qui vous en a fait le plus perdre. Mais juste avant ça, une question qui me vient parce que c'est vraiment le truc qui me taraude le plus de l'entrepreneuriat, c'est justement celui qui fait, si je prends l'analogie avec Zelito, des films et des films qui font 1h30, qui font pas une seule entrée, alors que le mec il se bute de fou. Et il y a un petit gars qui arrive, qui fait une vidéo d'1 minute et qui fait les entrées que le film du mec dans toute sa vie ne fera jamais. Qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur arrive à capturer de la valeur avec moins d'efforts et ce qui fait qu'il y en a qui se tuent à la tâche et qui capturent quelques centaines d'euros et qui s'arrêtent? C'est quoi? C'est très Là, philosophique. hein. non, c'est pas philosophique, c'est économique. Là, tu es en plein, en fait, sur la réflexion marxiste de la valeur du travail. Tu Ouais. vois? C'est-à-dire, en gros, est-ce que quelqu'un qui va passer son temps à faire un travail parce qu'il va mettre des heures et des heures sur quelque chose, par exemple, à creuser des trous et les reboucher, tu vois, est-ce Ouais, que c'est ça, ça. ça crée de la valeur, tu vois? Et en fait, c'est la théorie de la valeur marginale qui montre que la valeur ne vient pas du travail, enfin de la quantité de travail et de l'énergie, mais de tout un tas d'autres choses. Donc, en tout cas, moi, je trouve ça complètement normal qu'une vidéo qui, à la fin, fait 1 minute, et de toute façon, on ne sait même pas quel est le travail derrière, hein, de toute manière, il fait autant de travail que sur un film, un long métrage, mais pour moi, et donc, c'est complètement décorrélé. Et donc, en tant qu'entrepreneur, c'est pareil, tu vois, tu ne peux pas raisonner en fonction de valeur travail, et c'est du reste une des gros problèmes de compréhension de l'économie qui font que les Français et d'autres n'arrivent pas à comprendre en fait la valeur de l'entrepreneur et disent que par exemple le patron il sert à rien parce que c'est l'ouvrier qui fait le travail et que sans le patron ça marche encore mieux, tu vois. Et donc ça c'est le problème de
la définition et de la vision marxiste de la société. Et ça, t'as des reproches justement sur ça, je te dis. Un peu, ouais. Ouais, mais lesquels Il alors? semblerait, on sent un petit semblerait, Voilà, on c'est sent un peu tendu là, je pensais que... Je pensais que tu l'avais vu, mais. Alors, c'est quoi le problème, Eric, de la France aujourd'hui? Avec l'économie, c'est pas un gâteau fixe, que si quelqu'un s'enrichit, il l'a pas volé à l'autre, tu vois, parce que tu prends pas à quelqu'un d'autre. L'économie, en fait, c'est un gâteau qui grandit tout le temps, et l'entrepreneur est le moteur de la croissance de cette économie. Donc, c'est important d'entreprendre, et je pense que d'une manière générale, dans l'environnement de plus en plus incertain, où il y a plein de questions qui se posent, on ne sait pas ce qui va se faire du futur, tu as l'IA qui détruit des jobs, qui en même temps crée de la valeur, il y a tout qui se mélange. Et donc, je pense qu'il y a un changement majeur dans le travail et la définition du travail. Je pense que l'important pour tout le monde, pour tous les individus, c'est de reprendre en main leur responsabilité individuelle, faire preuve de résilience, faire preuve de souveraineté personnelle, et donc passer par l'entrepreneuriat, par exemple, tu vois, que ce soit en freelance ou autre, est une des solutions, un des éléments qui va se développer. Et donc, moi, ma prédiction, c'est que aujourd'hui, il y a peut-être, tu vois, 3 millions et demi d'entrepreneurs au sens large avec tous les freelances, etc. Ça va monter, ça va même doubler dans les 10-20 ans qui viennent. Et est-ce que pour ça, il faut réduire un peu la fiscalité et toutes ces charges-là? Alors, si tu me prends par les sentiments, évidemment, tu vois, plus tu retires, plus tu simplifies la fiscalité, moins tu mets de normes, moins tu mets en fait de contraintes, mieux c'est. Tu vois, on va prendre un exemple très simple. Tu vois, le SMIC, l'augmenter, tu vois, ils veulent l'augmenter à 1007 ou 1009, je sais plus, je crois que c'est 1007, hein, mais tu vois, il y a quelqu'un qui a théorisé ça, qui s'appelle Bastia. Il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Quand tu augmentes le SMIC, ce que tu vois, c'est que les gens ils gagnent plus d'argent. Tu vois. Ce que tu ne vois pas, par contre, c'est que toi, tu vas moins embaucher, tu vas moins créer parce que tu ne peux pas, ça coûte trop cher. Et donc, au final, plus tu mets des normes, plus tu veux diriger les choses. Et donc, plus tu as des contraintes de la fiscalité forte, etc., plus tu détruis l'économie et plus tu réduis la taille du gâteau et plus la France elle va dans le précipice. Et Je donc, pense qu'on peut la sauver encore, cette France. ouais, bien sûr. En tout cas, moi, je suis en France. Tu disais à un moment que j'appelais à partir. Pas du tout. Moi, je suis très critique avec la France. Ok. Mais j'y suis. J'ai créé ma société. Là, je l'ai créée. Je l'ai en France. Et je l'ai cotée à Paris sur Euronext. Donc, ça prouve que je suis là. J'ai pas envie de partir. Et c'est parce que je suis là. C'est parce que moi aussi, je me tape toute la fiscalité, toute la merde française, que j'ai le droit d'être critique et j'ai le droit d'ouvrir ma gueule. Tu vois. Et donc, effectivement, je suis critique. Effectivement, il y a des choses à changer. On peut y arriver. Je suis assez optimiste là-dessus parce que je suis entrepreneur et tous les entrepreneurs sont optimistes. Mais donc, par contre, là, c'est sûr que ça va être le moment. 2027, c'est le dernier arrêt avant le précipice. Donc, voilà. Dernière station avant l'autoroute, si vous voulez faire le plein. S'il y a une seule mesure qui devrait être prise pour sauver la France, ça serait laquelle? Une seule? Question un peu difficile, mais une seule. En fait, je pense que tout est dans la libéralisation. Tu vois, il faut déréguler. Au niveau fiscal, au niveau social, donc c'est moins de normes, tu vois. Un en particulier, je ne sais pas, mais dans ce cas, une seule mesure. Ouais. La mesure d'Éric d'Éric Larchevêque. Simplification totale de la fiscalité, une seule flat tax à 15%. Et plus aucune niche fiscale. Plus aucune niche fiscale. Voilà, mais tu retires, tu dégages Bercy, tu en fais une salle des fêtes, tu vois. En plus, on pourra la louer. On pourra la louer, exactement, mais tu simplifies complètement, tu vois, et là, tu vas voir qu'à la fin, les recettes elles vont augmenter. Je vous ai laissé quelques temps pour trouver cette fameuse bon conseil, mauvais conseil. On démarre avec toi, Xalito, pour finir ce repas de l'addition. Eh bah, écoute, le bon conseil, ce serait juste faire des trucs et il se passera normalement des trucs. Enfin, si tu fais rien, il peut rien se passer. Ok. Et à l'inverse, du coup, le pire, ce serait... De ne rien faire. Oui, attends, t'es pas prêt pour ça. Enfin, Ok. voilà. Et on te l'a dit, ça, justement, n'y va pas? Moi, non, parce que, ou je n'ai pas écouté, peut-être. Je sais pas, mais j'ai pas... Non, globalement, ça va, mon entourage est plutôt... il laisse faire. Jean-Pierre? Tout ce qu'a dit Eric, ça paraît assez logique, ça tombe sous le sens, sauf que ça n'imprime pas. En fait, le pays n'adhère pas à ce type de discours. La preuve en est, c'est qu'on a personne, on parlait de l'élection présidentielle, quel serait l'individu qui incarne ce courant? Il n'existe pas. Et il n'existe pas, et c'est pour ça que je voulais faire le pont avec mes camarades donc de la création de contenu, c'est que leur qualité numéro un, c'est qu'ils arrivent à engager. Tu vois, et les politiques n'arrivent plus à engager. Tu vois, le discours ne passe plus, ça n'imprime plus. Et ça c'est un vrai problème, parce que comment tu fais pour appeler à une élection, comment tu crées les conditions d'une république apaisée si tu n'arrives plus à engager? Et qu'en fait, on passe notre temps à opposer. Tu vois, donc tout à l'heure, on parlait d'additionner donc des talents. Eh bien, je pense qu'il est urgent aujourd'hui que ce discours sur la création de valeur et sur la démonstration, en fait, que moins tu taxes, plus l'État donc s'enrichit, et moins l'État dépense, puisque moins il a de gens en plus donc, à alimenter donc, dans le système.
Et personne aujourd'hui n'incarne ce discours-là. Voilà. Et donc, il est urgent que les entrepreneurs donc, puissent avoir un discours qui soit plus offensif, mais en même temps qui ne soit pas égoïste, qui ne soit pas effectivement donc auto-centré sur nos problèmes de fiscalité, nos problèmes personnels, de patrimoine, etc., mais qui soit vraiment au service d'une cause qui est celle du pays. Voilà. Aujourd'hui, tous les indicateurs donc, sont dramatiques, que ce soit donc, le taux d'endettement, la dette donc, qui va dépasser les 100 milliards, la balance commerciale, moins 80 milliards. Il n'y a aucun indicateur positif. Il est urgent de mettre ces indicateurs et de dire comment on fait collectivement. Voilà, ça me semble un projet passionnant. Fuse, ton conseil, ton... Conseil, du coup. Ouais, on revient T'as sur la le vie sur la sujet. France. Ah si, vas-y, t'en as Non, sur non, un non, truc. non, Ah, non, si, non, si, moi, vas-y, j'ai vas-y. pas ça. Ah, voilà, Non, j'ai pas envie, non, Voilà. j'ai pas envie, j'ai pas Ah, envie si, de. si, si. j'ai T'as pas- le Ça va, droit, les t'as le droit de conseils. t'envoyer en l'air. Ne l'écoute pas, fais ce que tu veux. Non, non, mais du coup, en termes de conseils, moi, je pense que le premier conseil que je donnerais, c'est de faire du volume, c'est-à-dire plutôt que d'essayer de faire un truc parfait dès le début, faire plein de fois le même petit truc tous les jours. Je pense qu'on progresse beaucoup plus et on donne beaucoup plus de fenêtres de tir pour avoir quelque chose qui marche. Et le pire conseil, ce serait de penser que les choses sont dues. C'est-à-dire, par exemple, moi, je prends mon exemple sur YouTube. Je me dis pas, bah là, je sors une vidéo, elle va marcher parce que de toute façon, j'ai tant de millions d'abonnés. Parce que voilà, pour moi, chaque vidéo, je remonte sur le ring et je me dis, bah, il faut pas que je fasse moins bien parce que j'ai acquis des choses. Parce que pour moi, c'est comme ça qu'on commence à décroître et qu'on commence à faire moins bien. Et il y a plein de choses, il y a plein d'entreprises qui marchaient bien et qui finissent par péricliter parce que justement, elles prennent leurs clients pour acquis, elles prennent même leurs employés pour acquis. Enfin voilà, c'est mon conseil. Ouais, je pense Des que la conseils. pire phrase qu'on puisse entendre, c'est « on a toujours fait comme ça et ça marche ». Tu vois, cette phrase-là, je pense qu'elle est terrible. Voilà, bah, le pire conseil, effectivement. On l'aura eu. On l'aura eu. Laurie. À nouveau, j'ai pas exactement la même vision Non, bien que sûr, tout mais le au monde, contraire. étant donné que je suis pas entrepreneuse, mais je pense que le meilleur conseil que j'ai eu ou que j'ai, c'est la visibilité de qui on est et de se montrer. Alors aujourd'hui, c'est très tendance le personal branding, mais ça marche très très bien sur le salariat aussi. Et montrer ce qu'on fait au quotidien et montrer qui on est et ce qu'on a à dire, eh bien, ça ouvre énormément de portes. J'ai eu tous mes jobs grâce à LinkedIn. Et Ok. j'avais autrement. Et pourtant, j'ai quand même 38 ans, donc ça veut dire que ça fait Non. un moment que je le fais. Mais bon, LinkedIn, ça pète maintenant, mais ça n'a pas toujours explosé autant. Et en fait, ça veut dire que ça fait longtemps qu'il y avait un créneau là-dessus. Et travailler son réseau physique ou virtuel, d'une certaine manière, bah, en fait, c'est montrer ce qu'on fait et ça change tout. Trop bien, merci. Ça, c'est bien aussi, cette idée des pionniers. Toi, tu as été pionnier sur YouTube. Et dans les pionniers sur LinkedIn, c'est vrai que les premiers qui arrivent, tu as un usage, tu as une façon de faire, etc. Donc, tu prends de l'avance par rapport aux autres. Eric, ton pire et ton meilleur conseil que tu as reçu ou... Bah, le meilleur conseil que j'ai reçu, c'est savoir diriger, c'est savoir s'entourer. Ça a défini toute ma vie entrepreneuriale. Et le pire conseil que j'ai reçu, je pense qu'il m'a coûté le plus cher, c'est arrête de t'ennuyer. Tu trouves qu'on n'a pas l'occasion d'assez s'ennuyer avec les réseaux sociaux et tout les... Oui, c'est sûr. Je pense que la meilleure chose qu'un enfant puisse dire à son père, ou à sa mère, c'est papa, maman, je m'ennuie. Et l'ennui, en fait, c'est la base de la créativité. Et donc, moi, je suis plus dans l'éloge de l'ennui. On a oublié de s'ennuyer. Aujourd'hui, ça coûte rien. Tu vois, c'est vraiment le truc qui coûte le moins cher possible et qui peut avoir l'impact le plus important. Donc, ouais, à un moment, réussir à s'ennuyer aujourd'hui, c'est surtout avec les deux zigotos là, c'est quand même un sacré challenge. C'est vrai, c'est vrai. Il a raison. Ouais, je suis d'accord. Et moi, le conseil le plus fou que je pourrais donner, et plus ça avance et plus je pense que ça sera vrai, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour rester dans sa zone de génie. Et je sais qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler à quelques reprises sur des plateaux. C'est l'entrepreneur, il doit savoir tout faire. Et on en a parlé dans un podcast aussi, Jean-Pierre. C'est marathonien, c'est être capable de tout faire partout. Et je me dis finalement, l'IA aujourd'hui peut de plus en plus te permettre de déléguer ce que tu ne sais pas faire à très 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 moindre coût et à rester dans sa zone de génie pour performer justement là où tu as de la valeur ajoutée. Merci beaucoup d'avoir été autour de cette table. En tout cas, je suis trop content de vous avoir eu pour cet épisode. Et si ce genre d'émission vous a plu, on en a tourné un autre juste ici avec Amixem et La Boiserie notamment, où on a pareil parlé du business pendant 1h30.